intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Shakira, mon frère, ça fait pas 4 minutes. Soyez honnête. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue tous pour ce nouvel épisode de Parlons Foot. Parlons Foot saison 1, épisode 3. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce Parlons Foot? On va parler de la semaine internationale. Et ouais, il n'y a pas eu de Ligue 1, il n'y a pas eu de championnat, donc on va parler des matchs internationaux. Il y a eu France-Espagne. Et pour parler de France-Espagne, on a deux copains, deux magnifiques consultants. Ils sont beaux, ils sont frais, ils sont chauds aussi. Pourtant, ils sont frais, mais ils sont chauds. C'est Joe. Salut Joe. Bonsoir à toi Thomas, bonsoir à toi Romain et bonsoir à tous. Et c'est Romain. Salut Romain. Salut Thomas, salut Joe, salut à tous. Et vous êtes donc habitués, on va commencer tout de suite par l'événement de la semaine qui est sous forme de top ou de flop pour les consultants et pour moi-même. Et on va commencer par Joe parce que il a un petit événement, un petit top. On s'y attendait pas, mais c'est ce qu'on a. Salut Joe, donne-nous ton événement. Attention, ça va être monumental. Alors pour ceux qui ont écouté le podcast pendant la Coupe du Monde, ça va peut-être leur rappeler des petits souvenirs, mais oui, le Cameroun a battu le Congo, là je viens de voir à l'instant, avec une équipe assez remaniée en plus, peut-être un nouveau souffle, qui sait. Donc peut-être qu'on peut envisager autre chose, parce qu'il y a quand même une compétition, une Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine, qui se déroule au Maroc, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va suivre ça avec attention, parce que c'est une équipe majeure quand même de ce continent. Et ce serait quand même pas mal de retrouver cette équipe peut-être pas dans le top mondial, mais dans une équipe qui peut déranger des grosses écuries. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir et je pense que voilà, à tous, c'est toujours un représentant de l'Afrique et faut préparer les futures compétitions parce que la Coupe du Monde n'a quand même pas été très très brillante, je trouve. Et effectivement, c'est incroyable, le Cameroun a gagné. Oh là là, c'est magnifique. Bon allez, on arrête de se moquer un petit peu, mais c'est vrai, c'est quand même important, c'est une grande sélection africaine, et donc comme tu l'as dit, il y a la CAN qui arrive, et pourquoi pas revoir le Cameroun en haut du football africain. Ton événement, Romain, est-ce que c'est un top, est-ce que c'est un flop, est-ce que c'est juste comme ça, une petite touche rigolote que tu voulais donner à l'émission? Donne-nous ton événement. Comme je suis quelqu'un de très négatif, ça va être un flop. Ça va être un flop doublé par rapport à celui de mardi, puisque c'est à nouveau le Racing Club de Lens qui est dans la catégorie flop ce samedi, et ça va être plus précisément l'organigramme et l'exécutif du club lensois. Alors pour faire simple, au lendemain de la fin du mercato, un collectif a été monté auparavant, mais a vraiment pris poids le 2 septembre, donc le collectif Lens 2.0, donc c'est un rassemblement de supporters sur les réseaux sociaux qui a pour vocation de demander des comptes à la direction du club, tout simplement des informations, une vraie communication, et de savoir pourquoi la situation est bloquée depuis pratiquement 2 mois désormais, alors qu'on annonce tous les jours l'arrivée des fameux 4 millions d'euros obligatoires et qui avait été promis devant la DNCG, devant le CNOSF et devant toutes les instances qui ont permis au Racing Club de Lens d'évoluer en Ligue 1 aujourd'hui. Or, rien n'est encore arrivé sur les comptes du club aujourd'hui. Donc certains, dont Guy Delcourt, l'ancien maire de Lens, on s'en rappelle lors de l'affaire de la banderole en 2008, député socialiste aujourd'hui, et d'autres journalistes également ont lâché un petit peu ce qu'ils savaient cette semaine sur le club, à savoir donc que Gervais Martel était totalement isolé au sein du club et qu'une deuxième cellule, qu'on appelle communément entre journalistes la cellule B, travaille en réalité au sein du club et est la seule qui a encore des contacts aujourd'hui avec l'actionnaire principal, l'Azéri Hafiz Mamadov. Tout ça, ça n'a pas plu. Et donc Didier Roudet, le directeur général adjoint, Xavier Tuilio, le directeur général adjoint numéro 2 chargé des finances principalement, et Jocelyn Blanchard, le directeur sportif du Racing Club de Lens, ont communiqué en début de semaine et donc envoyé chier la plupart de la presse et des médias. Donc je te lis le communiqué rapidement Thomas. Ces jours derniers sont parus dans la presse et réseaux sociaux des interprétations, récupérations ou autres aberrations qui n'engagent que leur auteur et ne reflètent absolument pas la vérité. Nous souhaitons donc lever toute ambiguïté qui pourrait causer un trouble dans l'environnement du club. Comme en interne et réaffirmé par ce communiqué, notre loyauté envers le club et son président, loin de toute polémique, nous œuvrons au quotidien pour tenter de traverser au mieux cette période délicate afin de pérenniser l'avenir du club et de mener à bien, ensemble, les projets en cours.
Donc, à savoir que parmi ceux qui avaient parlé, notamment Guy Delcourt, aucun nom n'a été cité. Et étonnamment, c'est ces 3 personnages qui ont pris la parole sur le site officiel, donc jeudi, et qui en réalité n'ont pas communiqué, n'ont répondu à aucune réponse du collectif 2.0 et qui continuent à faire la sourde oreille. Ça peut très mal se terminer cette affaire parce que, entre guillemets, on peut dire, hein, les dirigeants ont de la chance d'être à Lens, ont de la chance que les supporters sont patients et qu'ils ne servent pas, ils se servent pas des matchs ou des joueurs pour prendre en otage et pour avoir des réponses. Il n'y a rien, aucun mouvement durant les rencontres, rien à l'entraînement. Ça se passe uniquement en interne entre ce groupe de supporters et les dirigeants, mais à mon avis, si ça dure, si la situation perdure et si le foutage de gueule et le silence général perdurent, malheureusement, les matchs et les joueurs pourraient être à un moment donné pris en otage et l'avenir du club s'annonce délicat cette saison. Et si en plus cette équipe est lâchée par les supporters, la saison peut être très très longue. Je l'avais dit mardi, je le répète, en tout cas chapeau à l'ensemble du staff et à l'ensemble des joueurs qui, malgré le climat très compliqué autour du club, restent soudés. C'est pas vraiment le cas de la direction qui continuait sous de la gueule des supporters. Après l'augmentation démentielle des tarifs d'abonnement et de places cet été, désormais on fait le dos rond, on fait la sourde oreille, on se moque des supporters qui sont avant tout inquiets pour le club et non pas pour des cas particuliers, pour l'avenir de certains, et notamment Gervais Martel, qui lui pense à sa petite personne avant tout. Effectivement, ça va finir par exploser du côté de RC Lens comme dans n'importe quelle situation. Moi, mon événement de la semaine, ça va être sous forme de flop également, parce que je suis aussi quelqu'un de négatif. Je sais pas si vous vous souvenez du match PSG-Chelsea en Ligue des Champions. Et suite à ce match-là, il y avait eu des problèmes qui ont été relayés dans les médias britanniques, et seulement dans les médias britanniques, faut quand même le dire. Apparemment, des problèmes entre supporters parisiens qui auraient balancé des papiers et des insultes à des supporters anglais britanniques handicapés. Suite à ça, l'UEFA s'est emparée de ce sujet, avait mis donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un huis clos partiel, le huis clos partiel qui touchait donc la tribune Paris du Parc des Princes, le prochain match à domicile de Ligue des Champions, ça donc contre le FC Barcelone. Ils se sont vus cette semaine en appel. La plaignante, qui est une handicapée britannique contre qui je n'ai rien, hein, la pauvre dame, elle est handicapée, ça lui arrive, son accompagnateur, et donc les avocats du Paris Saint-Germain. Le résultat est le suivant. La plaignante a donc déclaré quelque chose, comme quoi on lui aurait jeté des papiers et on l'aurait insulté pendant le match, ce qu'a écouté l'UEFA. Problème, son accompagnateur qui était là également a dit totalement le contraire. Et selon des données que j'ai pu recevoir, selon les enquêteurs de l'UEFA, il n'y a absolument rien dans le dossier pour condamner le Paris Saint-Germain et ou les supporters du PSG. Il ne s'est rien passé apparemment. Le dossier est totalement vide, sauf que, eh bien, c'est le Qatar, et le Qatar, on le sait, est immensément riche, et dès lors qu'on peut taper sur le Qatar, eh bien, on va le faire. Donc, tout simplement, vous avez dû le voir, le huis clos partiel a été levé, il n'y a plus de huis clos, maintenant la tribune est réouverte à vente pour la vente des billets pour le match face à Barcelone, sauf que ouais, mais il faut quand même récupérer un truc, donc on va quand même sanctionner le Paris Saint-Germain à hauteur de 500 000 €. Voilà, bon, allez, voilà, bon, c'est le Qatar, c'est rien gros, donc on va quand même les faire raquer, mais bon, voilà, faut les faire raquer. Donc c'est mon petit flop face à l'UEFA qui, si en plus de ça le fair play financier n'était pas suffisant pour montrer qu'il fallait taper sur les nouveaux riches, cette amende-là qui n'a absolument aucune valeur vient s'ajouter à ce dossier-là. Voilà, mon petit flop à la direction de l'UEFA. Enfin mon petit flop qui pourrait être bien plus gros quand même, mais je suis quand même quelqu'un d'assez tolérant. Mes amis, on va passer, si ça ne vous dérange pas, au deuxième sujet de cette émission, et c'est bien entendu France-Espagne. On va se concentrer sur ce match-là. Et on va commencer le tout premier débat avec le 11 de l'équipe de France, puisque le 11 aligné par Didier Deschamps était le même que celui aligné en quart de finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne. Est-ce que, ma question principale pour ce débat, est-ce que c'est le 11 définitif pour Didier Deschamps? Je vais vous rappeler bien entendu le 11, hein, vous l'avez vu les matchs, hein, donc vous le savez, mais on va quand même le rappeler. Lloris dans les buts, Debuchy, Varane, Sakho et Evra en défense, Matuidi, Pogba, Sissoko au milieu, Valbuena, Griezmann et Benzema en attaque, avec les remplaçants Digne, Cabella et Rémi qui sont rentrés. Ma question pour vous, les amis, tout bêtement, est-ce que c'est le 11 définitif de Didier Deschamps en équipe de France? Romain, pour toi, ton avis, est-ce que toi tu apporterais des changements dans ce 11-là? Moi, je te réponds uniquement si t'arrêtes de crier, Thomas. Sinon, on va pas tenir une heure. Hein. Nos oreilles vont s'arrêter d'ici là. En tout cas, ça ressemble à une option tactique sans cabaye, qui a très peu de temps de jeu. On se rappelle, hein, il y a le match contre Evian où il s'est fait expulser.
Et c'est un message entre guillemets passé par Deschamps, je pense, parce que Blaise Matuidi, qui a pas encore été titulaire depuis le début de saison avec le PSG, est considéré comme un indispensable, puisque lui était dans le 11 de départ, aux côtés de Paul Pogba au milieu de terrain. Je pense qu'à 9-10 joueurs près, Deschamps a son 11 de départ, qui après va bouger pendant les 2 années à venir, on le sait. C'était aussi un moyen de rester sur la bonne dynamique du mondial, qui avait été globalement positif pour l'équipe de France, même si certains en ont fait un petit peu trop au lendemain de ce mondial. On a l'impression que tout avait été rose, tout avait été parfait. C'est pas totalement le cas. Il y a quand même des petits points négatifs et des petites interrogations sur l'avenir à remettre en avant. Après, au niveau du 11, je pense que la défense aujourd'hui, même si la charnière est composée de 2 joueurs remplaçants en club, la défense va pas bouger. La seule question est de savoir si dans les 2 ans à venir, Lucas Digne va prendre la place de Patrice Evra et s'il sera le titulaire à l'Euro, sachant qu'il a une longueur d'avance sur les autres concurrents, puisqu'il est déjà dans le groupe aujourd'hui, que c'est déjà la doubleur de Patrice Evra, qui, on le rappelle, a 33 ans, est parti pour être remplaçant du côté de la Juve, donc qui risque de décliner, de fortement décliner dans les 2 ans à venir. Au Et milieu qui de s'est fait siffler à sa sortie. Effectivement, au milieu de terrain, la seule interrogation est de savoir aujourd'hui, je précise bien aujourd'hui, Sissoko ou Cabaye, tout dépend de l'adversaire, je pense également. Contre l'Espagne, c'est pas étonnant de voir Deschamps opter pour Sissoko. Je pense que face à une équipe où on peut plus facilement faire le jeu, on aura besoin de quelqu'un capable d'alterner jeu court, jeu long. Le profil Yohan Cabaye est indispensable. Et après, concernant les attaquants, en l'absence d'Olivier Giroud, c'était la principale interrogation lors de la Coupe du Monde, Giroud ou Griezmann. C'est assez logique qu'Antoine Griezmann débute titulaire. Dans l'idée de Deschamps aujourd'hui, c'est ce 11-là. Comme c'est les 23 qu'on a vu aujourd'hui, en l'absence de Giroud, avec le retour de Steve Mandanda à la place de Michael Landreau, retraité, et Mandanda blessé durant le mondial. C'est la même ossature et quasiment le même groupe que pendant le mondial. Il y aura de l'ouverture, je pense, peut-être plus en février. Je serais pas étonné que Deschamps termine l'année avec ce groupe-là et que l'ouverture se fasse lors de la deuxième partie de saison. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une grosse ossature. Et l'ossature, c'est pas seulement un 11 de départ, c'est 18, 19, 20 joueurs peut-être. Effectivement, effectivement. Joe, toi, ton avis, est-ce que tu es d'accord avec Romain qui dit que c'est peut-être pas le 11 qui est intéressant, mais plus le groupe, on va aller jusqu'à 18 joueurs, ou tu te dis que non, on va quand même y avoir pas mal de changements et qu'il faut vraiment pas se fixer sur ce match-là en particulier. Romain était très complet dans ce qu'il a dit. Moi, je voudrais juste rajouter que il va Merci, merci. partir sur ce 11-là. Il va partir sur ce 11-là, mais en 2 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et c'est pas un 11, on va dire, définitif. Il y a, comme a dit Romain, il y a 18-19 joueurs. On peut voir aujourd'hui que si Sako a un souci, Koscielny peut le remplacer. Devant, ça peut tourner entre Ça, Griezmann, Benzema, Giroud, Benzema. Enfin, il a plusieurs options. Aujourd'hui, même Rémi a été performant. Au milieu de terrain, c'est pareil. Comme a dit Romain aussi, Cabaye, Sissoko, Schneiderlin même. Il a vraiment pour moi un groupe de 17-18 joueurs qui peut alterner en fonction de l'équipe qu'il va rencontrer. Maintenant, le 11 de départ, bon, moi je vois quand même quelques joueurs sortir. Patrice Evra forcément, mais bon, il va partir, je pense que pour l'Euro 2016 en France, il va vraiment partir sur ce 11-là, avec des tauliers déjà pour moi. Je pense que Varane, Pogba, d'ici 2 ans, s'ils progressent, ils sont certes remplaçants aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont progresser dans les clubs où ils Pogba est sont. titulaire en club. Si, mais Varane, excusez-moi. Varane n'est pas titulaire, mais Varane, ça va venir aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils vont progresser, ils vont être des tauliers, et ce sera différent à l'Euro parce que ils seront plus expérimentés, et je pense qu'en France, ils devront gagner. Ils auront l'objectif de gagner. Donc Deschamps est un petit peu en train de les préparer à ça, comment dire, qui jouent ensemble, qui commencent à vraiment, ce groupe se connaît très bien, donc il faut vraiment qu'ils arrivent à l'Euro 2016 prêts pour aller au bout, parce que là, c'est en France, avec tout ce qu'ils ont provoqué pendant cette Coupe du Monde, même s'ils se sont arrêtés en quart, cet Euro, je pense qu'ils devront le gagner. Leur objectif, ce sera de le gagner, et les gens en France attendront qu'ils le gagnent. Je pense pas que les gens enfin, vont se dire avec ce groupe, on va aller en demi ou en quart. Surtout avec cette victoire sur l'Espagne, quand même, ça faisait peut-être depuis 2008 qu'on n'avait pas dû battre l'Espagne. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est quand même une belle victoire contre l'Espagne, même si c'est une nouvelle équipe. Voilà, c'est battre l'Espagne quand même. Faut pas oublier qu'il y avait des sacrés joueurs en face. Et
il faut que cette équipe commence tout simplement à vraiment se mettre dans la tête que dans une compétition, ils doivent y aller maintenant pour la gagner, pas pour s'arrêter dès qu'ils tombent contre une grosse équipe comme ils l'ont fait à la Coupe du Monde ou voilà. Alors Joe, t'as parlé du mondial de l'équipe de France. Déjà, toi, est-ce que tu considères que c'était un bon mondial, déjà, pour l'équipe de France? Et est-ce que tu penses que cette victoire face à l'Espagne, on rappelle un but à zéro, un but de Loïc Rémy à la 73e, est-ce que pour toi, cette victoire, c'est une illustration du bon mondial et ça peut montrer une bonne continuité du côté du groupe France? Ah oui, 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 pour moi le mondial de l'équipe de France, on peut le voir de deux façons. C'est vrai que on fait un bon mondial dans l'ensemble, on peut dire. Et on nous dira toujours, oui, dès qu'on a rencontré une grosse équipe, on s'est arrêté. Oui, mais on a quand même rencontré les champions du monde. Donc pour moi, oui, c'était un bon mondial, sachant que l'équipe était nouvelle, elle était rajeunie. C'était, enfin, pour moi, ce mondial, on doit plus le voir comme une préparation à l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 qu'à un mondial tout simplement. Je pense que avec les joueurs qu'il y avait, ça aurait été pas, enfin, c'était inconcevable de penser que la France pouvait le gagner. C'est pas pour être pessimiste, mais avec l'équipe, avec les joueurs qu'il y avait, ils étaient trop jeunes, trop peu d'expérience au plus haut niveau international. Je- Tout le monde savait, Deschamps, le staff, ils savaient qu'ils n'allaient pas la gagner. Maintenant, c'était une préparation. Ils savent ce que c'est qu'un mondial, ils savent ce que c'est de gros matchs. Donc, c'était vraiment une préparation pour moi à l'Euro et à la Coupe du Monde. Et oui, de ce point de vue-là, c'est un bon mondial. On a quand même mis une belle victoire face à la Suisse. On a fait un match qui était pas accompli, qui nous a laissé sur notre faim contre l'Allemagne. Mais voilà, on s'est quand même qualifié en quart. On est sorti par les champions du monde. L'équipe est très jeune, la moyenne d'âge est très très jeune. Donc c'est un, on peut pas, c'est vrai que s'arrêter en quart, on peut pas considérer ça comme un bon mondial, mais d'un certain point de vue, c'est un bon mondial pour l'équipe de France. Voyons, enfin, si on considère en plus de là où on sort de Kneissna ou de 2010 ou de l'Euro 2012, on peut vraiment considérer une bonne voie pour tout simplement faire quelque chose de bien à l'Euro 2016 et encore plus confirmé à la Coupe du Monde 2018 en Russie. D'accord, très bien. Romain, avec toi, je voulais revenir sur peut-être ton chouchou hein, dans cette équipe, c'est Raphaël Varane, qui a encore fait un match énorme. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur français sur la pelouse ce jeudi. Je voulais savoir avec toi, est-ce que tu penses que potentiellement c'est un futur capitaine? Je pense qu'on est d'accord. Pour moi, c'est le futur capitaine de l'équipe de France. Déjà, ton avis là-dessus, et est-ce que tu penses que ça peut devenir le leader de cette équipe? Parce qu'on parle de Benzema qui doit prendre ce rôle, sauf que moi, il le prend pas. On parle de Matuidi, pourquoi pas, mais moi je vois plus quand même Raphaël Varane devenir le vrai leader pour déjà le groupe France 2016 et surtout après. Ah, c'est sympa parce que ce débat, on l'a eu avec Cédric des jeudis soirs et on se demandait est-ce que Varane a vraiment l'étoffe d'un leader. Sur le terrain, je trouve qu'il en impose et qu'il en impose également de plus en plus. Pas forcément uniquement dans les duels, mais dans son attitude, dans son comportement à l'égard de ses coéquipiers. On sent de plus en plus que c'est un type qui compte, qui n'hésite plus à parler et qui sait replacer les joueurs devant lui. On l'a vu en début de match contre l'Espagne quand ça allait pas et que quand Pogba dézonait un petit peu trop, délaissait la zone devant lui et que Matuidi était pratiquement obligé de jouer latéral gauche vu le niveau exécrable de Patrice Evra, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et ben, il a gueulé, il a été dire ça va pas, il faut faire quelque chose, c'est pas normal qu'on se retrouve dans une telle situation. Voilà, en tout cas, il démontre que, en plus d'être un excellent joueur, et je pense qu'aujourd'hui personne ne peut le contester, le meilleur défenseur français en compétition aujourd'hui, même en dehors du groupe France, si certains peuvent dire ouais, lui il est pas là, lui il est pas là. Toute compétition confondue, c'est aujourd'hui le meilleur stopper français. Et je pense également qu'il... Fais gaffe, il y en a qui vont te dire que c'est Mamadou Sakho. On en parlera après. Non, 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 non. Je pense également qu'il prend de plus en plus une étoffe supplémentaire, l'étoffe potentielle d'un leader un jour. Après, quand on voit l'actuel capitaine de l'équipe de France, qui s'appelle Hugo Lloris, on peut se dire également qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un charisme de fou pour être le capitaine de l'équipe de France. Ça prouve également, tu as parlé de Karim Benzema, le fait que ce soit Hugo Lloris le capitaine aujourd'hui, que dans la génération Benzema-Lloris, ils sont de la même génération, je crois que Lloris est de 86 et Benzema de 87, on se rend compte réellement qu'il n'y a pas de leader. C'est une génération sans leader. Ensuite, il y a la génération 90, où beaucoup ont explosé en vol. Il reste plus grand monde de cette génération aujourd'hui.
Et après, il y a la génération, parce que pour moi, il y a pratiquement un fossé de génération, 3-4 ans dans le football, ça va très vite. En tout cas, des joueurs qui ont joué ensemble en équipe de jeunes, la génération Varane-Pogba, même si Pogba avait été le capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans, qui a été championne du monde avec Areola, avec Kondogbia, il manquait Varane qui était blessé, sa fameuse blessure au genou. Je pense comme toi que le joueur le plus discipliné, celui qui a peut-être plus l'âme d'un leader, en tout cas qui a la capacité de mener les troupes et d'être respecté de tout le monde, c'est plus Raphaël Varane. Après, faut voir son évolution également. Faut voir en club s'il prend du galon un jour. Il est quand même dans une institution où c'est difficile quand t'es étranger de prendre du galon, qu'est le Real Madrid, où malgré tout on sait que on promeut les Espagnols. On l'a vu avec Raoul à une époque où il y avait peut-être des joueurs qui étaient plus leaders que lui, mais c'était Raoul. On le voit aujourd'hui avec Casillas et le vrai capitaine qui est Sergio Ramos. Donc faut voir également si Varane peut prendre du galon en club. S'il prend du galon en club et que ça se passe bien, ça s'accompagnera forcément d'une prise de galon en sélection. On se rappelle à une époque où Laurent Blanc est arrivé en équipe de France, où il avait dit dans mon idée, le capitaine en sélection doit être un joueur qui a eu l'habitude d'être capitaine en club. Je suis pas totalement contre cet avis également. Pour moi, il y a également une habitude du capitanat. Il y a également un joueur qui a l'expérience du capitanat, même en dehors de la sélection. Et c'est ce qui me fait peut-être mettre quelques réserves sur la possibilité de voir un jour Raphaël Varane porter le brassard en équipe de France. Mais est-ce que t'aimerais, toi, le voir capitaine? Moi, personnellement, du moment que je le vois en pleine possession de ses moyens physiques, à un très bon niveau et tirer le maximum et être le leader de cette défense de l'équipe de France, ça me suffit amplement. Après, comme on l'a dit avec Cédric, le capitana, c'est un brassard autour du bras et ça n'empêche pas d'avoir d'autres leaders dans le groupe. Et aujourd'hui, on sait que Lloris est le capitaine officiel de cette équipe de France, mais le principal leader du groupe France aujourd'hui s'appelle Patrice Evra. Mais il n'a pas le capitana en raison de ce qui s'est passé en 2010. Donc après, voilà, certains diront c'est un morceau de tissu, d'autres diront que c'est manquer de respect au brassard, encore plus dans une sélection nationale. Mais tu peux avoir un capitaine, comme on l'avait avec Zidane en 2006, avoir d'autres leaders autour de lui, comme on les avait avec Thuram, avec Maké et avec Vieira. Voilà, aujourd'hui, Varane peut être capitaine, mais il peut être accompagné de leaders autour de lui, comme un Mamadou Sakho, qui est le vice-capitaine de l'équipe de France aujourd'hui, faut le rappeler, comme un Paul Pogba également, ou pourquoi pas d'autres joueurs qui prendraient du galon dans les années à venir. Euh, Moi, je fais pas une fixette sur le probable capitanat de Varane un jour en équipe de France. Je préfère le voir dans 3 ou 4 ans à 40-45 sélections et voir un Varane qui a franchi le cap et qui est laissé tranquille par les blessures. Alors, t'as parlé de joueurs d'avenir potentiellement qui peuvent potentiellement espérer quelque chose. Et ben, justement, on va en parler. C'est de Loïc Rémy, moi, que je voulais parler, qui rentre à la 58e face à l'Espagne, qui marque le but vainqueur à la 73e. Et bien, tout bêtement, est-ce qu'il peut caresser l'espoir de devenir un jour titulaire dans cette équipe, ou est-ce qu'il sera à jamais soit un joker de luxe, soit juste un remplaçant qui rentre de manière sporadique. Joe, ton avis, est-ce que pour toi, Loïc Rémy, il a le potentiel et les capacités de devenir un titulaire en puissance dans cette équipe de France? Je serais vraiment tenté de dire oui. Maintenant, il est parti à Chelsea où devant il y a du Oscar, du Willian, du Hazard, du Schürrle, bref, il va pas forcément beaucoup jouer. En équipe de France, ça fait plusieurs années qu'on cherche ce mec de complément à droite quand il y avait Ribéry à gauche et que je pense aujourd'hui dans l'idée de Deschamps, Valbuena à droite, il est titulaire, il part pour être dans l'Euro, enfin, il part pour être dans le groupe pour l'Europe 2016. Donc Rémi, j'aurais eu envie de dire oui parce que c'est un, c'est un bon joueur, il va vite, il progresse vraiment au niveau de sa finition, Il va de vite, il ses est très déplacements. technique, il a une belle vision de jeu, donc il est très, très bon. Non, pas forcément tout ça, mais après, ça peut être un bel ailier de complément quand si on joue avec Benzema et Giroud, un mec qui peut aussi apporter de la profondeur, qui peut aussi travailler défensivement, plus que les autres. C'est plein de choses qu'il peut apporter à l'équipe de France. Maintenant, il faudrait vraiment qu'il joue dans son club pour vraiment venir en équipe de France en pleine possession de ses moyens et pas que quand il vient dans l'équipe de France, il joue son premier match depuis peut-être 2 mois ou des choses comme ça. Donc, il aurait vraiment un profil intéressant pour jouer sur un côté dans l'équipe de France ou même en tant qu'avant-centre, entre guillemets, mais en tant que joker de luxe. Mais pour être titulaire, pour moi, ça va être très compliqué. Pour moi, il a très très peu de chances d'être titulaire en équipe de France et même pour l'Euro.
Donc toi, t'es plutôt pessimiste, même si t'aimerais bien le voir dans le 11 titulaire. Et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aimerais bien, mais il y a quand même peu de chances, effectivement, qu'on le voit titulaire. Je voulais poser une autre question que j'ai oubliée. Si, voilà. Demain, il y a un autre match amical pour l'équipe de France qui est donc face à la Serbie, hein, on le rappelle. Et moi, ma question que je voulais te poser, Romain, déjà, est-ce que tu penses que la France va l'emporter? Petit pronostic comme ça. Et aussi, surtout, est-ce que tu penses que ce match-là peut être une confirmation du changement de système de Deschamps et rester et entre guillemets se limiter, enfin non, pas se limiter, mais se baser sur le système d'un 4-2-3-1 comme on a vu face à l'Espagne? Eh ben non, puisque demain, ça sera le retour du 4-3-3 du côté de Deschamps. Donc est-ce que tu veux l'équipe type de demain? Je veux bien parce que je ne l'ai pas vu. Alors, Lloris dans les buts, il y a un gros turnover du côté de Deschamps. Défense Sagna, Varane, Mathieu Digne. Donc ça confirme que Varane est le patron de la défense aujourd'hui, il bouge pas. Milieu de terrain, ça confirme également que Pogba est le boss, il bouge pas. Pogba, Cabaye, Schneiderlin. Et donc un trio offensif, Sissoko, Rémi, Cabella. D'accord. Donc Donc voilà, effectivement, on passe en 3-3. on passe en 4-3-3 et ça tourne pas mal, effectivement. Donc le retour du 4-3-3, une façon de remercier l'ensemble des protagonistes du mondial, avec les titularisations de Sagna, de Digne, de Schneiderlin également, le retour de Yokabai. Rémi t'en parlait, est-ce qu'il sera éternellement un super sub? Rapidement, juste pour donner mon avis, ce rôle lui va plutôt bien. Ça peut également être une option à droite selon l'adversaire. Ça fait un peu penser à Gamero, en fait. Ouais, on peut C'est le voir. genre de joueur en titulaire qui sera forcément particulièrement décisif, particulièrement bon, mais tu le fais rentrer dans les 20 dernières minutes, il peut te débloquer un match. On peut le voir comme ça, effectivement. Après, moi, il y a, comme je le disais, on en discutait avec Joe, il n'y a pas de honte à être un super sub aujourd'hui. Au contraire, si en plus dans une sélection, tu peux te permettre d'avoir un joueur qui sort du banc, qui t'apporte des solutions différentes et qui est efficace, tant mieux, j'ai envie de dire. Rien ne t'oblige à le mettre titulaire, surtout que sur ce côté droit, bon, même s'il joue pas vraiment, Mathieu Valbuena est performant. Karim Benzema reste le 9 de l'équipe de France en attendant le retour d'Olivier Giroud. Aujourd'hui, Loïc Rémy, bon, hormis sur ce match-là où il risque de jouer attaquant en raison de l'absence de Giroud, sinon c'est Giroud qui aurait débuté en pointe, il est plus vieux comme une solution de repli sur le côté, à gauche ou à droite. Après, tu peux aussi avoir l'option de dire, bon, Valbuena décroche tellement, tu peux le faire jouer à gauche, et tu peux te permettre de mettre Rémy à droite, ou même de laisser Rémy à gauche. On l'a déjà vu sur certains matchs amicaux, on avait vu Loïc Rémy jouer à gauche. Après, le danger également, c'est qu'il faut équilibrer à gauche. Et c'est également pour moi le fait que le 4-3-3 est indispensable aujourd'hui, pour plein de raisons. Donc pour la première raison, c'est qu'avec Patrice Evra comme latéral, t'es obligé d'avoir un gars devant lui, donc un Blaise Matuidi devant lui, quelqu'un capable de coulisser, de compenser les mouvements et les montées de Patrice Evra, les oublie également. Pour Paul Pogba également. Parce que Paul Pogba dans un 4-2-3-1 avec aucune sécurité derrière lui et dans un rôle un petit peu trop défensif où il a trop de responsabilités, il met en danger le collectif. Hein. J'aime bien Paul Pogba, mais on l'a vu encore jeudi contre l'Espagne, la roulette en plein milieu de terrain, le petit crochet qui va pas. On s'en sort bien parce qu'en première mi-temps, Pogba fait 2-3 erreurs, qu'offre des situations concrète de but à l'Espagne, et quand je vois certains journaux dire que Paul Pogba était le meilleur français, si tu as le droit d'être le meilleur joueur en faisant 3 erreurs comme ça qui offrent 3 occasions de but direct à l'adversaire, bah tant mieux alors, c'est que tu as un crédit exceptionnel et que tout est permis. Pogba oui, mais plus haut, et avec moins de responsabilités défensives. Donc 4-3-3 indispensable pour Evra, pour Pogba, et également en raison des latéraux qu'on a en équipe de France aujourd'hui, des milieux latéraux, dans le sens où Mathieu Valbuena n'a pas la caisse pour être un milieu latéral, on l'a vu à Marseille, et défendre beaucoup dans le repli, et surtout parce qu'il rentre beaucoup dans l'axe lorsqu'il a le ballon, donc on se retrouve avec un 3 à droite, donc si on joue avec seulement deux milieux, avec Evra sur le côté gauche qui offre des trous complets, avec Mathieu Debuchy qui est pas forcément le latéral le plus complet sur le plan défensif. S'il se retrouve tout seul de son côté, s'il Evra des zones et si on a des gros trous au cœur du jeu, on devient une équipe perméable et une équipe avec beaucoup de lacunes. Et on a de la chance qu'on soit tombé contre une Espagne très moyenne jeudi, parce qu'il y avait des grosses failles au cœur du milieu tricolore, il y avait des grosses failles sur les côtés.
Il y avait des grosses failles sur les côtés également, et les Espagnols en ont pas profité parce qu'ils sont venus jouer dans cet entonnoir, parce qu'ils jouaient avec des ailiers qui étaient Cazorla et qui étaient Raúl Garcia, qui sont pas vraiment des ailiers de débordement, et donc on se retrouvait avec 5-6 joueurs dans l'axe, et c'était la fameuse Espagne de possession de balle, mais qui faisait jamais la différence, et qui, sans Iniesta et Xavi, n'avait pas le joueur capable de faire la passe dans la verticalité qui casse les lignes. Donc voilà, l'équipe de France s'en est bien sortie, mais non, pour moi le 4-3-3 est indispensable, et je le disais tout à l'heure, le joueur derrière Pogba, Matuidi, même si moi je continue de penser qu'il faut jouer avec un seul des deux, le joueur profil Cabaye-Schneiderlin est indispensable. Très bien, très bien. Alors tu nous as parlé de Paul Pogba. Oh là, pardon, de Paul Pogba. Petit rototo, je suis désolé. Donc, tu nous as parlé de Paul Pogba. Moi, je voulais parler de lui et de Moussa Sissoko. Parce que ça peut être peut-être les deux joueurs qui vont devenir des joueurs leaders de cette équipe de France. Joe, toi, ton avis, est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu te dis que je vais quand même un peu vite en besogne et que ça reste quand même limite. Moussa Sissoko, c'est sympa, il rend des services et il est pas mauvais, mais c'est pas non plus, c'est pas le Brésil, quoi. C'est pas du pâté, ça fait pas le café. Et Paul Pogba, c'est pas non plus extraordinaire tant qu'il sera surtout un petit peu foufou comme il l'est aujourd'hui. Pogba, oui. Sissoko, non. Alors Pogba, il a un très gros potentiel. Il joue dans un très gros club Faut épurer, quoi. Hein? Faut qu'il épure son jeu. Il en fait Ah oui, trop. il faut qu'il épure son jeu. Mais je pense que il va apprendre en Italie. J'ai l'impression Et que puis ça je fait pense 2 que... ans qu'on le dit ça quand même. Non, mais on peut le dire, il est quand même jeune. Il va arriver à l'Euro, il sera peut-être un peu plus mature. Il aura joué plus de matchs de haut niveau. Et il saura qu'à des moments donnés, il faut pas faire certaines choses. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il est enfin, qu'il joue avec la Juventus. C'est pas énormissime non plus, hein. Donc Pogba, oui, il a quand même un très gros potentiel. Et il joue dans une équipe où il va être entouré de sacrés joueurs de milieu de terrain. Donc moi, pour Pogba, je m'en fais pas. Je pense qu'il va apprendre. J'ai déjà vu qu'à la Juve, pas mal de fois l'année dernière, on lui gueulait dessus, que ce soit ses coéquipiers ou même son entraîneur. Donc à force, au bout d'un moment, ça va finir par rentrer. Maintenant, Sissoko, c'est plus un joueur comment dire, on va intervertir entre lui, Cabaye. Ce sera vraiment en fonction de l'adversaire. Sissoko, je le vois pas s'imposer comme un titulaire indiscutable de l'équipe de France. Non, je le vois pas. Mais Pogba, oui, c'est lui je pense même que c'est sur lui que va s'appuyer Deschamps pour le futur, au milieu de terrain. Tout comme il va s'appuyer sur Varane en défense, il va s'appuyer sur Pogba au milieu de terrain parce que Et on sur voit, Griezmann en attaque. Benzema, oui, en attaque. Mais parce que oui, Romain parlait de ses pertes de balles au milieu de terrain contre l'Espagne. C'est vrai que ça, c'est les très grosses occasions que t'offre à l'adversaire, mais ça, c'est des erreurs de jeunesse. À côté de ça, je pense qu'il fait quand même un très très beau match. Et on attend ce genre de performance. J'en ai marre hein, de l'excuse l'erreur de jeunesse. Il y a qu'en France qu'on entend Non ça. mais, non, mais, Quand Verratti le non, fait mais avec c'est l'Italie, parce... on lui tape sur les doigts. Hein. On dit pas oh il est Ah oui, trop jeune. ah oui, c'est sûr. Ah oui, oui, mais, mais Pogba, il faut lui taper sur les doigts. C'est vrai qu'après en France, Faut dire que on va les pas Italiens, retenir ils ont un ça. sens tactique et technique que la France, non, il n'aura jamais. Hein, C'est ils ont pour une ça qu'il va espèce progresser à la d'exigence. Juve. C'est pour ça qu'il va progresser à la Juve. Moi, je pense que c'est vrai qu'en France, on dit souvent erreur de jeunesse, mais bon, en Italie, c'est juste que je pense, enfin, en France, on le dit pas, quoi. En Italie, ils le disent. En France, on va dire oui, il a fait un super match, on va oublier. En Italie, ils vont d'abord te dire, eh oh, t'as failli nous coûter un but, voilà. Donc Pogba, après ça, on va dire, c'est les journaux peut-être qui vont lui faire croire. J'espère d'ailleurs qu'il va pas prendre le boulard, qui vont lui faire croire que c'est le futur Ballon d'Or, le futur Pirlo au milieu de terrain. Donc faut pas qu'il commence à croire ça, mais il a quand même fait un très beau match. Et il a perdu 3-4 ballons, c'est vrai, je crois, dont un ballon qui était vraiment juste devant la défense, c'est vrai, mais bon, très sincèrement, j'espère que quand il va arriver à l'Euro, il aura compris, dit en interview, hein. À la fin du match, il a dit qu'il fallait qu'il améliore ça, parce que voilà, même lui, il le sait que son jeu, il faut qu'il joue plus simple, faut qu'il épure son jeu. Mais je pense pas qu'il y ait de soucis à se faire là-dessus, vraiment. Effectivement, il l'a dit en interview, mais ça me fait un peu penser à Lucas Moura qui est au PSG à tous ses matchs le dit. Il faut que j'arrête de regarder mes pieds, il faut que je lève un peu plus la tête, il faut que je fasse plus de passes. Et pourtant, à chaque fois, il continue à regarder ses pieds. Donc, il faut voir si Pogba va suivre ses propres paroles. Romain, toi, ton avis sur Paul Pogba et Moussa Sissoko? Alors,
Joe a très rapidement éliminé Moussa Sissoko de l'image en disant non, lui, il ne deviendra jamais un leader et un titulaire, mais Pogba, lui, oui, c'est déjà un peu le cas d'ailleurs, on peut le dire. Ton avis, toi, Romain, sur ces deux joueurs, est-ce que tu es d'accord avec Joe, ou est-ce que tu as envie quand même de mettre Raphaël Sissoko, mais n'importe quoi, Moussa Sissoko, dans les potentiels futurs joueurs très importants de cette équipe? Ouais, on rappelle quand même que pendant le mondial, Pogba était pas un titulaire indiscutable, hein. Il a été mis en balance à de nombreuses reprises et on l'avait annoncé comme un des meilleurs Français au mondial et finalement il a fait un mondial très très moyen, il faut le dire. À tel point C'est que vrai. beaucoup d'experts ont dit pour l'équilibre de l'équipe, pour le collectif, il faut que Moussa Sissoko soit titulaire au détriment de Paul Pogba. Et je faisais partie, pourtant tu sais que j'aime pas le profil de Sissoko, j'ai fait partie des consultants qui l'ont dit. Donc, concernant Paul Pogba, tu connais mon avis. Oui, dans certaines conditions, en épurant son jeu, en jouant plus simple et en se disciplinant. Donc voilà. Oui, ma condition. Concernant Moussa Sissoko, j'ai envie de dire non. Quand je vois certains analystes qui, après la rencontre, ont dit que Moussa Sissoko avait été génial parce que 2-3 débordements en puissance et en vitesse, ouais, c'est du Moussa Sissoko sur le côté droit en première mi-temps, mais ok, il déborde, ok, il fait la diff, mais derrière, il en fait quoi du ballon? Moi, ça me fait penser à tous ces joueurs qui récupèrent les ballons, alors, les fameux 6, les fameux gratteurs, là, quand on avait Lassana Diarra. Alors, soit ils récupèrent les ballons qu'ils ont eux-mêmes perdus auparavant, soit ils récupèrent des ballons qu'ils perdent derrière ou dont ils ont aucune derrière, ils ont aucune solution, ils ralentissent le jeu et au final, leur récupération de ballon n'est pas prolifique. C'est un petit peu la même chose avec Moussa Sissoko. Il fait la Lassana Diarra, ce qu'il faisait souvent, c'est qu'il récupérait le ballon et qu'il balançait devant parce qu'il n'arrivait pas à la donner quelqu'un de proche. Donc on perdait le ballon parce qu'il le rendait à la défense adverse. Alors, il y avait eu, et pourtant tu sais que on n'est pas forcément amis avec ce blogueur-là, mais Globule Rouge et Bleu qui avait fait pendant tout un match une spécifique sur Lassana Diarra et sur sa rencontre, et qui avait prouvé que Lassana Diarra avait fait des erreurs folles durant ce match. Voilà, donc concernant Moussa Sissoko, c'est un peu le même combat. C'est d'accord, ça fait des différences, d'accord, ça dribble, mais derrière, au moment de faire la passe, au moment du dernier dribble, au moment de frapper, voilà, il y a toujours de la fioriture, il y a toujours les petites erreurs, les petits défauts qui sont là. Et pour moi, dans une équipe de France qui va bien, Moussa Sissoko n'est qu'une solution de repli, n'est qu'un 22e, 23e homme. Un petit peu l'homme à tout faire qu'on fait rentrer dans certaines conditions ou qui peut doubler plusieurs postes, donc qui est important dans le groupe. Mais c'est pas un titulaire indiscutable et c'est même pas un titulaire tout court. Et encore moins sur le côté droit. Alors, soi-disant, moi je me rappelle, j'ai lu des choses après le match, j'étais un peu ahuri. Certains consultants qui ont dit Moussa Sissoko une nouvelle fois sur le côté droit contre l'Espagne il est bon, comme le jour où il s'était révélé sous le maillot de l'équipe de France en 2012 lors du match nul un partout. T'avais gardé une image grandement positive du match de Moussa Sissoko ce soir-là? Non. À vrai dire, je me souvenais même pas qu'il avait vraiment joué. Soi-disant, c'était la révélation Moussa Sissoko sous le maillot bleu ce soir-là. C'est ce soir-là qu'il a gagné sa place dans le groupe, etc., etc. Quand j'ai lu ça, je me suis dit bon, le football français va toujours aussi bien, sachant que dans la même semaine, certains ont dit ouais, mais Pastore c'est une bite, Matuidi reprendra sa place facilement. De toute façon, Pastore, il est pas capable de faire 3 passes décisives contre Saint-Étienne, c'est une merde. Voilà un petit peu comment on analyse le foot en France, et t'en parlais tout à l'heure, culture tactique, culture technique. Et après, on s'étonne que le football français se porte mal, qu'on n'ait aucun résultat en Coupe d'Europe, mais le problème, c'est que ceux qui analysent le foot français ont le même niveau que ceux qui sont responsables dans les clubs. Bon, il en a profité pour donner un petit coup aux dirigeants français. Bon, bah, d'accord. Donc on est allé plus loin Romain, il y a bien que le ça débat. maintenant à Marseille. Attends un petit peu, on va en parler après. Mais d'abord, on va passer au débat du consultant. Et oui, le débat du consultant, c'est une nouvelle rubrique, hein, vous le savez maintenant, il y a un quiz à la fin de chaque émission. Bon, sauf la fin de celle-là, parce que celle-là, on se concentre sur l'équipe de France. Mais donc, il y a un quiz à la fin de chaque émission, et le vainqueur du quiz, pour le moment, double vainqueur, c'est Romain, a le choix de choisir un débat. A le choix de choisir, effectivement. Il a le droit de choisir, plutôt, un débat. Et Romain a voulu faire un petit débat dédicace à Cédric, et c'est sur Johan Cabaye. Et l'intitulé de son débat, il est comme ça: Cabaye, élément indispensable dans l'entrejeu français. Alors malheureusement, j'aurais voulu inviter Cédric, il n'était pas disponible, donc je vais prendre sa place en termes d'analyste. C'est dégonflé. Il s'est dégonflé très certainement, donc je vais prendre sa place en termes d'analyste, et je vais te laisser, Romain, prendre les commandes de ce débat. Tu l'orientes comme tu veux, tu poses les questions que tu veux, tu fais ce que tu veux avec ton débat.
Bah, vivement que Cédric gagne un quiz, tiens, je suis pressé de le voir animer un débat. Donc concernant Yohan Cabaye, on en avait parlé en rigolant lors du dernier Parlons Foot avec Cédric en disant Yohan Cabaye, élément indispensable au PSG. Est-ce qu'il doit être titulaire au détriment de Marco Verratti? Bon, bien entendu, c'était de la blague. Mais après le match de jeudi et le match de l'équipe de France, et je me suis dit, en réalité, Yohan Cabaye, c'est bien un élément indispensable. Mais au sein de notre jeu tricolore, la première mi-temps avec ce déséquilibre complet au milieu de terrain, la nouvelle face de l'équipe de France après l'entrée de Yohan Cabaye en deuxième mi-temps, m'ont convaincu que Cabaye, et en tout cas le profil Cabaye, on en parlera peut-être tout à l'heure, est indispensable à l'équipe de France aujourd'hui. Et pourtant, tu l'as dit, Yohan Cabaye est parti pour être remplaçant au PSG. Donc comment un joueur clé, un joueur à un poste aussi important peut être titulaire en équipe de France s'il est remplaçant en club? Est-ce que ça peut relancer l'option Rio Mavuba? Est-ce qu'on va avoir le droit à la confirmation et à l'explosion au plus haut niveau de Morgan Schneiderlin cette année, qui rentre dans le même profil que Yohan Cabaye, même s'il joue numéro 8 en club? Joe, je commence par toi. Est-ce que Yohan Cabaye est un élément moteur principal du 11 de Didier Deschamps aujourd'hui? Est-ce que pour toi l'équipe de France n'a pas du tout la même physionomie, la même facette sans le numéro 4 du Paris Saint-Germain? Romain, je vais répondre à ta question en reprenant un peu tes dires, tu m'excuseras, mais tu l'as dit tout à l'heure, tout simplement, Patrice Evra qui joue ailier gauche, Pogba qui n'est pas forcément discipliné, forcément qu'il nous faut quelqu'un devant la défense pour stabiliser un peu tout ça. Et je pense tout simplement que Yohan Cabaye remplit parfaitement ce rôle, mais je dirais pas indiscutable parce que, comme tu l'as dit aussi, Schneiderlin peut très bien prendre sa place. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, il est très classe. Et devant la défense, Et puis il peut très bien c'est jouer. Morgan en plus, hein. En plus, il peut très bien jouer devant la défense, on va dire orienté. C'est pas comme T6, comme tu dis, qui récupère le ballon pour faire une grande transversale de 70 mètres pour la perdre. Donc, c'est ce mec qui doit jouer juste derrière Matuidi et Pogba pour assurer l'équilibre de l'équipe. Ce qui est très très important parce que une équipe sans équilibre, on l'a vu en première mi-temps, hein, à chaque chiffre, tu as l'impression que l'équipe adverse va marquer, quoi. Donc, c'est un élément très très important parce que je pense que dans l'idée de Deschamps, c'est lui qui va jouer. Maintenant, il peut aussi être remplacé. Voilà, s'il a un souci, c'est aussi la force de ce groupe France, c'est d'avoir un groupe de 17-18 joueurs qui peuvent très bien jouer à n'importe quel moment. Voilà, des joueurs, on leur dit, tu joues ce match, ils sont prêts, quoi. Donc c'est un élément très important, mais je dirais pas indiscutable, surtout dans les années à venir, parce que va y avoir une sacrée concurrence à ce poste. Donc on verra tout simplement par rapport à Deschamps les choix qu'il fera sur ce poste. En effet, Thomas, je rappelais le profil Yohan Cabaye en ouvrant bien la possibilité à d'autres candidatures à ce poste de numéro 6 devant la défense. On sait que Yohan Cabaye n'a pas toujours convaincu à ce poste, que ce soit en équipe de France ou quand bien même au PSG. Hein, lors de son dernier match devant la défense, il a été expulsé, c'était à Évian. On peut pas dire qu'il ait laissé des souvenirs impérissables aux supporters parisiens dans ce positionnement. Est-ce que Yohan Cabaye n'est pas indispensable également dans le 11 de Deschamps, mais à une autre place? Est-ce que la doublette Mavuba-Pogba est aussi indéboulonnable? Mavuba, Pogba. Et est-ce que Yohan Cabaye peut pas venir jouer plus haut son poste naturel, celui de relayeur, là où il a fait ses meilleurs matchs en équipe de France? Est-ce qu'on ne doit pas sacrifier soit Pogba, soit Matuidi, et pourquoi pas installer un vrai numéro 6 devant la défense? On l'a dit, les options sont là, Stambouli, Schneiderlin, ou encore l'expérience et un potentiel leader de groupe Rio Mavuba. bah, effectivement, je suis assez d'accord avec toi et Joe dans le sens où, pour moi, Pogba est un joueur important de l'équipe de France. Je prends pour exemple le match face à l'Ukraine, le match retour des barrages pour le mondial. On se souvient, le match aller, la France est très très mauvaise, vraiment nulle. Il s'incline 2-0 et Cabaye ne joue pas. Il est de retour au match retour. Il est de retour au match retour. Et oui, c'est quand même pas mal. Il est titularisé aux côtés de Pogba et Matuidi en relayeur et on voit ce qui s'est passé. La France s'impose 3-0 avec un très bon match de Yohan Cabaye. Alors, si j'étais Cédric, je dirais il est cacaproute, il s'est pas tiré de loin, il a pas de jeu de tête, il est très bête. Mais je suis pas Cédric. Il fait des tacles de ouf. Voilà, mais je suis pas Cédric, donc je vais être un petit peu sérieux. Et je suis d'accord qu'effectivement, si on veut mettre Yohan Cabaye dans le 11 titulaire de l'équipe de France, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, il faut quand même enlever soit Matuidi, soit Pogba. Parce que je suis d'accord avec toi, pour moi, Matuidi et Pogba, ils peuvent pas jouer ensemble.
En tout cas, dans la situation dans laquelle ils sont actuellement et dans le schéma tactique voulu par Deschamps, c'est impossible de les faire jouer ensemble. Donc il faut en enlever un. Et l'idée de mettre Schneiderlin en 6, moi je veux dire, on le fait hein, sur la Sport Web Radio et chez Parlons Foot comme ça, et moi peut-être encore plus que les autres, c'est que vraiment moi Schneiderlin c'est le joueur que je voulais voir au mondial, je veux Schneiderlin et je veux titulaire Schneiderlin en 6. Moi mon rêve c'est de voir Varane, Schneiderlin et Griezmann au-dessus. Donc c'est comme ça. Et l'idée de voir Schneiderlin en 6, derrière, pourquoi Pogba et Cabaye, moi ça me plaît bien. Donc effectivement, même s'il est remplaçant au Paris Saint-Germain, on va quand même rappeler ses concurrents hein, au poste de milieu au Paris Saint-Germain. Il y a Verratti, Thiago Motta, Matuidi, donc son compatriote. On peut aller jusqu'à Chantôme si on veut. Et puis il y a Pastore actuellement qui est plutôt en bonne forme. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se faire une place. Vous noterez que j'ai volontairement enlevé Rabiot, hein, puisqu'il compte pas franchement. Donc c'est compliqué de se faire une place au niveau du Paris Saint-Germain, mais du côté de l'équipe de France, ça me paraît quand même plus simple. Et pour moi, c'est quand même un joueur important, non seulement pour le groupe, mais aussi pour le 11 titulaire. Donc moi, voir dans le 11 de l'équipe de France, ça me choque pas plus que ça. Surtout que il est rarement complètement mauvais, quoi. Il est pas. C'est clair que c'est pas le joueur qu'on voit le plus, c'est pas le joueur le plus décisif, mais c'est pas le plus mauvais non plus. Alors au final, Morgan Robin. Schneiderlin titulaire demain, on l'a dit. Jo, est-ce que tu penses que ça va pas se régler en club, cette concurrence? Par exemple, là, bon, on va pas tirer le plan sur la comète après 4 journées, mais pour l'instant, 4 matchs de Ligue 1, aucune titularisation pour Blaise Matuidi, une seule pour Yohan Cabaye, bon, ponctué par un carton rouge. Est-ce que si Blaise Matuidi devient un remplaçant au PSG, lui qui a besoin d'enchaîner les matchs, il l'a dit, qui a besoin d'avoir du temps de jeu, est-ce que sa place en équipe de France sera pas menacée? Et au contraire, est-ce que Yohan Cabaye, de par son profil différent, peut tirer, même si lui est également remplaçant au PSG, peut tirer bénéfice d'un Blaise Matuidi relégué sur le banc au PSG? Évidemment, puisque par rapport à Matuidi, Cabaye a quand même une touche technique supplémentaire. Matuidi a vraiment besoin d'être en forme tout le temps parce que c'est vraiment son atout, lui. Vraiment de l'endurance, la récupération, le pressing. Alors que voilà, Cabaye, enfin, c'est nettement plus technique. Je cours, je long, comme tu l'as dit. Je rajouterais même sa frappe de loin. Et voilà, Salut Cédric. c'est un, Frappe légendaire. c'est un plus, Cabaye. Moi, je pense que à niveau égal, Cabaye, pour moi, il est au-dessus de Matuidi. Maintenant, aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a, j'ai envie de dire, s'ils sont remplaçants et qu'ils sont pas performants, il y aura quelqu'un à leur poste pour les remplacer tous les deux, je pense même. Donc, moi, je vois Cabaye un peu au-dessus maintenant. La situation au club, je pense ce joueur a vraiment fait un mauvais choix parce qu'il était dans un championnat où il progressait constamment. Il est venu en Ligue 1. C'est pas que j'aime pas la Ligue 1, mais par rapport au championnat anglais, niveau intensité, il y a des années-lumière de différence. Je pense qu'il avait envie de Donc, rentrer chez lui surtout. mais je pense surtout qu'il y avait de bons clubs anglais qui le voulaient. Très sincèrement, avec la progression qu'il était en train de faire sur les derniers mois, je pense qu'à cette heure-ci, il serait même déjà titulaire en équipe de France. Peut-être au poste de 8, peut-être au poste de 6, mais il serait titulaire parce il affichait vraiment un niveau qui était très très intéressant et qui donnait vraiment envie de voir au niveau international. Donc là, il est parti s'empêtrer au PSG. Il est remplaçant, Matuidi aussi, ça tombe bien pour lui. Parce que si c'était pas le cas, je pense que voilà, il aurait pu vraiment passer de très très bons joueurs en équipe de France, peut-être indispensable, peut-être important, je ne sais pas. Et là aujourd'hui, il est vraiment un joueur qui est peut-être important pour le moment, mais voilà, s'il n'est pas titulaire aujourd'hui, il peut être remplacé à tout moment. Mais la différence majeure qu'il y a quand même entre Matuidi et Cabaye, c'est que Cabaye, lui, on sait qu'il est remplaçant au Paris Saint-Germain. Matuidi, c'est instant. On ne sait pas s'il va récupérer sa place ou non aussi. Il y a ce point d'interrogation qu'on peut poser sur Matuidi. Justement, si Matuidi et Cabaye sont remplaçants au Paris Saint-Germain, est-ce qu'on n'en revient pas à ta précédente question, Thomas, et est-ce que ça pose pas souci à Didier Deschamps dans son 4-3-3 à devoir se priver des deux? Est-ce qu'on partirait pas finalement sur une doublette Schneiderlin-Pogba et un 4-2-3-1 avec Valbuena en 10 et 3 joueurs offensifs? Est-ce que c'est pas une option également si Didier Deschamps doit faire face à beaucoup d'éléments clés au cœur du jeu remplaçant au club? Pourquoi pas? Et puis en même temps, ça lui enlèverait une épine du pied qui est. Alors pour lui, moi, il y en a pas, hein, mais c'est vrai que pour toi et moi, il y en a une. C'est la doublette Matuidi-Pogba qui
ouais, voilà, qui n'a pas l'air de fonctionner comme on aimerait qu'elle fonctionne. Qui est pas des joueurs, complémentaire, donc voilà, qui c'est des fonctionnera joueurs, jamais. on n'arrête pas de dire ils peuvent jouer ensemble. Je suis désolé, non, ça ne marche pas. Donc peut-être que si jamais Matuidi reste sur le banc du Paris Saint-Germain, ça peut enlever ce problème-là du savoir qui c'est que choisir entre Pogba et Matuidi. Bon, Oui, du mais vas-y, excusez-moi, Jo. mais tiens, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est Ah, ça c'est- c'est beau ça. c'est une feinte, Ça, c'est la feinte de Cabaye, ça. C'est pour te moquer de Johan. Bon, aujourd'hui, ça si doit vous être la deviez fin. faire un choix, Cabaye titulaire tous les jours et quel que soit le poste, ou est-ce que vous mettez des doutes par rapport aux 2 années à venir et le positionnement de Johan Cabaye dans le 11 de départ? Bah moi dans ma vision, Cabaye est titulaire entre guillemets à défaut, parce que moi c'est mon avis, hein, c'est mon envie, c'est Federlin en 6, Pogba et Cabaye. Voilà. Maintenant, si je devais vraiment me baser sur la forme des joueurs et sur le rythme que peuvent avoir ces joueurs-là par rapport au club, c'est vrai que pour moi, Cabaye reste sur le banc parce que justement, il ne joue pas suffisamment pour prétendre à une place de titulaire en équipe nationale. Mais moi, mon idée, c'est vraiment la triplette du milieu, Schneiderlin, Cabaye, Pogba. Joe? Ah, je crois que j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah oui, c'était sur la doublette Matuidi-Pogba. Non, mais Matuidi, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je préférerais Kaba. Et maintenant, Matuidi, faut pas oublier quand même il fait un peu le sale boulot au milieu de terrain, je trouve. Il court beaucoup, il avale beaucoup de kilomètres, il récupère pas mal de ballons. Il a une grosse générosité quand il faut attaquer de temps en temps. Donc, il a quand même pas mal de qualités, je trouve, Matuidi. Mais bon, très sincèrement, à niveau égal, je mettrais Cabaye, mais Cabaye, il est vraiment en train de devenir de moins en moins performant parce que rester sur le banc tous les jours au PSG, quand on a vu ce que c'est l'intensité des matchs en Angleterre, quand on va jouer à Everton ou autre, quand on se fait rentrer dedans de la première à 90e, je pense il va vraiment devenir de moins en moins performant et que dans tous les cas, si les deux restent au PSG remplaçants, on aura un atout affaibli, on va dire, quel qu'il soit, que ce soit Matuidi ou Cabaye, ce sera, ce sera pas pareil, quoi. Ils seront pas en très grande forme. Et je pense que Deschamps, lui, justement, il va vraiment privilégier les joueurs qui sont dans une bonne forme, dans un bon rythme. Moi, très sincèrement, s'ils restent tous les deux remplaçants au PSG jusqu'à quelques mois avant l'Euro, euh, je pense que Deschamps peut changer son système et voir si autre chose marche sans ces deux joueurs. Peut-être avec, comme vous l'avez dit, un Schneiderlin, Pogba ou autre, pour voir tout simplement si ça marche, parce qu'il va quand même pas arriver dans une compétition si importante et mettre des joueurs qui ne jouent pas tout simplement dans leur club. Ce serait quand même très risqué. Et on pourrait donc terminer ce débat sans dédicacer à Cédric la dernière frappe légendaire de Johan Cabaye, qui n'était donc pas sous le maillot du PSG ni sous le maillot de l'équipe de France, mais avec Newcastle en première ligue. Thomas, tu peux reprendre le fil de Aussi, l'émission. la dernière frappe entre guillemets légendaire de Cabaye, c'était en Ligue des Champions avec le PSG face à Leverkusen. La Ça dernière compte. vraie bonne frappe. Ça peut compter un petit peu quand même. On peut quand même la mettre dedans. On avait vendu une grosse patate bien cadrée. Ouais. Bon, Ah, elle est c'est aux vrai, 22 mètres, elle est en c'est vrai, lucarne, c'est quand même pas mal. On va dire que ça fait l'affaire. On va dire que Blaise Matuidi l'aurait pas mise. Voilà. Sauf si c'est Valdez En tout dans cas, les pas comme ça. En tout cas, pas comme ça. On va donc passer. Donc voilà, je reprends le contrôle de l'émission. On a laissé passer ce débat du consultant, qui reviendra donc au prochain Parle Foot. Romain, toujours ton débat. Hein, ce sera un deuxième débat de ta part, puisque tu as gagné les deux premiers quiz. Et on passe au troisième débat de cette émission, toujours sur la semaine internationale. Et cette fois, on va se centrer. Vous l'aurez remarqué, on n'a pas parlé de l'adversaire de l'équipe de France. C'était pas rien, c'était quand même l'Espagne. On va se concentrer donc sur cette sélection espagnole. Pourquoi est-ce qu'on s'y concentre? Eh bien tout bêtement parce que les joueurs changent, ça tourne, mais la manière reste toujours et encore la même. Ma question pour vous, elle est assez large. C'est, le jour, elle va regagner de cette manière. Est-ce qu'elle peut regagner encore une fois des titres et des matchs importants? Mais on va quand même s'arrêter sur certains joueurs et on va commencer tout de suite par Diego Costa, Joe et Romain. Et ma question pour vous, elle est très simple. Diego Costa qui est peut-être l'un des derniers, entre guillemets, vrais neufs espagnols, avec Fernando Torres, mais bon, qui est un peu... Brésilien. oui, voilà, brésilien, mais bon, on va dire naturalisé espagnol. Qui est un peu, enfin, qui est à côté, quoi, qui est sur la touche, qui est même pas dans la sélection d'ailleurs. Donc Joe, ton avis pour toi sur Diego Costa? Est-ce que déjà, bon, on l'avait déjà fait pendant le Club Rio, hein, mais est-ce qu'il a bien fait de choisir la sélection espagnole?
question que tu vas me répondre par oui ou par non. Et aussi et surtout, est-ce qu'il peut vraiment avoir sa place dans cette sélection ou est-ce qu'il vaut mieux le garder en tant que point d'appui pour le faire rentrer en cas de besoin s'il faut vraiment un neuf dans les 20-25 dernières minutes? Alors, si je me mets un peu à la place d'un attaquant, je pense qu'il a bien fait de choisir l'Espagne parce que pour un attaquant, quand on te dit que tu vas recevoir des ballons d'Iniesta, de David Silva, je pense que tout attaquant au monde actuellement, il signe. Maintenant, je pense il doit faire partir de ce petit changement de style que doit faire l'Espagne. Parce que même si c'est possible qu'ils regagnent avec leur style de tiki-taka, de jeu vraiment, vraiment très court. On l'a vu quelquefois enfin, face à la France, ils jouent dans des cabines téléphoniques, c'est incroyable. Même s'ils peuvent regagner comme ça, je pense que sur le court terme, sur les compétitions à venir, il faut vraiment qu'ils fassent une petite transition. Surtout avec les joueurs qu'ils ont. J'ai commencé à intégrer pas mal de joueurs de l'Atlético. À l'Atlético, ça joue très vite, ça va très vite de l'avant. Donc, faut qu'il commence cette petite transition, tout simplement, d'alterner le tiki-taka et quelquefois, tout simplement, d'aller très vite vers l'avant. C'est ça le football aujourd'hui. Je crois que faut vraiment qu'il passe à autre chose, qu'il mette, surtout quand il n'y a pas Iniesta, quoi, parce que bon, Xavi va s'arrêter, Xavi Alonso s'est arrêté. Ils vont avoir toute cette génération glorieuse qui a gagné et qui va s'arrêter. Il va y avoir des nouveaux, des jeunes qui vont avoir faim. Et faut vraiment que même si c'est vraiment dans leur style de jouer au ballon tout le temps, de temps en temps, qui n'hésitent pas à aller vite de l'avant parce que c'est voilà, faut tout simplement s'adapter. On avait eu ce débat pendant le Club Rio où on disait tout simplement que bien que le foot c'était une sorte de grosse mode et que forcément que ce style-là, quelques années, une équipe va gagner avec, peut-être que ce sera pas l'Espagne, mais voilà, ça change tout le temps. Et donc maintenant, enfin pour le moment, je pense qu'il faut tout simplement qu'il change un peu de style, mais on l'a vu un peu. Face à la France, il commence déjà à de temps en temps envoyer de longs ballons sur Diego Costa. Bon, il a été bien pris par Sacco en un contre un tout le match. Je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais bon. Donc, Ah bah, c'est le genre mais il d'attaquant que commence ça aime bien, déjà. hein. C'est un attaquant qui est pas forcément extraordinaire techniquement parlant, donc tant que Ah c'est oui, dans oui, ce oui. registre-là, Ça, c'est le style Sacco. Ça, c'est un mec qui joue sur le physique. Sacco, je pense qu'il est embêté il est plus embêté quand Paco Alcacer rentre que quand c'est Diego Costa. Le combat physique, c'est son truc. Maintenant, on voit quand même que de temps en temps, ils essaient déjà d'envoyer de longs ballons, d'essayer de s'appuyer sur lui. Même si c'était pas ça, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire contre la France. Je pense que ils essayent, du moins, ils essayent, mais voilà, c'est trop dans leur signe. Je veux dire, je suis sûr et certain que si on fait un tour dans un centre de formation en Espagne, on va pas voir des grands ballons devant, on va voir des circuits bien travaillés. Et voilà, c'est leur formation, c'est comme ça. J'ai presque envie de dire, c'est dans leur gène, quoi. c'est Donc, de l'esthétisme. ah oui, oui, c'est de l'été. Mais bon, moi, je pense tout simplement que, oui, Diego Costa a bien fait de signer avec l'Espagne et que l'Espagne, ils pourront peut-être gagner avec ce style-là, mais je pense que sur le court terme, là, ouais, sur le court terme, faut vraiment qu'ils changent de style. Alors Romain, avant que tu prennes la parole, je vais citer le 11 titulaire de l'Espagne. Effectivement, comme Joe l'a dit, il y a pas mal de joueurs de l'Atlético ou anciennement de l'Atlético qui ont été ajoutés à ce 11 et à cette sélection. Donc De Gea dans les buts, Carvajal, Sergio Ramos, San José et Azpilicueta en défense, Busquets, Fabregas et Raúl Garcia au milieu, Koke Cazorla et Diego. Alors pour la FFF, c'est Diego Acosta, Acosta, sauf que c'est Diego Costa, on le sait tous. Et au niveau des remplaçants, Itur Aspe qui est rentré à la 46e pour la 67e, David Silva à la 58e, Isco à la 78e et Alcacer, donc comme tu l'as dit Joe, à la 67e qui aura donc un peu plus emmerdé Mamadou Sakho. Ton avis toi donc Romain sur Diego Costa, est-ce qu'il a vraiment sa place dans cette sélection? Est-ce qu'il peut vraiment être titulaire ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt le garder sur le banc? Si je fais une seule réponse pour répondre à l'ensemble des questions que tu vas me poser sur l'Espagne, ça te va? Si tu veux. Ce sera rapide comme ça en plus. Diego Costa apporte une solution différente à cette équipe d'Espagne. Le problème, c'est que l'Espagne a foncé droit dans le mur avec sa philosophie, avec le fameux tiki-taka, là, que j'aime bien appeler des fois tiki-kaka, tellement c'est de la merde. Il faut savoir se renouveler, il faut savoir passer à autre chose. Le Barça tente de le faire cette saison. Del Bosque, qui a pris une tôle complète lors du mondial, ne le fait pas. Et pourtant, il y a des éléments, hein. La liste des joueurs sélectionnables en sélection espagnole est monstrueuse.
mais tu continues de jouer son véritable ailier alors que t'as Pedro, alors que t'as Navas, alors que t'as Silva, etc., etc. Tu débutes avec Cazorla et Raúl Garcia, tout va bien. Tu changes pas de schéma, tu restes dans ton 4-3-3 bien en place, alors que t'aurais les joueurs en plus pour jouer en 4-4-2, surtout avec Diego Costa. Fabregas, tu le mets, mais sans vraiment le mettre dans les meilleures dispositions. Tu t'appuies pas sur le duo qui peut représenter avec Diego Costa, deux joueurs qui jouent ensemble et qui s'entendent bien à Chelsea. En défense, tu fais n'importe quoi. Bref, cette équipe espagnole qui pourtant a pris une belle fessée, double fessée lors du mondial, bah continue dans le même sens, et s'ils veulent prendre une nouvelle fessée dans 2 ans, bah qui continue, ça sera pas pour me déplaire. J'en ai marre moi de voir une équipe avec autant de facilité technique, à être aussi arrogante, et passer son match à redoubler les passes au cœur du jeu, sans jamais écarter sur les côtés, sans jamais centrer, sans jamais frapper de loin, sans jamais prendre de risques, parce qu'il faut conserver le ballon, parce qu'il faut pas le perdre. Au diable, perdre un ballon, quel tard de perdre un ballon, c'est interdit, et au final tu perds le match. Alors ok, t'as pas perdu de ballon, t'as 65% de possession de balle, t'as 92% de passes réussies, mais au final t'as perdu la rencontre. Mais c'est pas grave, t'as fait de la possession, t'as fait des chiffres, voilà, t'as fait du pourcentage. C'est comme les joueurs qui jouent au tennis, qui font du tennis pourcentage, qui regardent plus à savoir s'ils ont fait plus de coups gagnants que de fautes directes. Et des fois, tu peux gagner un match de tennis en ayant marqué moins de points que ton adversaire. Là, c'est la même chose. Des fois, il faut accepter de jouer plus rapide, de prendre un peu plus de risques et de changer sa philosophie quand t'as perdu, quand t'as pris une grosse claque dans la gueule. Il faut savoir se remettre en cause. La sélection espagnole ne le fait pas. Et ben effectivement, Romain, en une seule Attends, réponse. excuse-moi, Thomas. Eh bien, Je sais pas si vous vous souvenez de ce France-Espagne à l'Euro 2012, où vraiment l'Espagne galère, et l'Espagne fait rentrer deux ailiers que sont Pedro et Navas, Tout pratique à un jeu fait. simple et va vers l'avant, plein de spontanéité, et tout de suite, je sais pas si vous vous souvenez à quel point ils nous mettent un vent. Donc c'est exactement ce qu'a dit Romain. Faut Mais tout Joe, simplement qu'il... je suis totalement d'accord avec toi. Je suis content que tu viennes rajouter ce point-là à mon argumentation. On rappelle que l'Espagne est l'équipe qui a été championne du monde en marquant le moins de buts lors de la phase finale. 8, Euh, si je me souviens bien, non? c'est quand même énorme, c'est magnifique. Alors on s'est tous paluchés, on s'est tous emballés sur cette équipe espagnole. Mais au final, la vraie équipe d'Espagne qui nous a le plus fait rêver, j'ai envie de dire, avec laquelle on a pris le plus de plaisir, c'est l'équipe qui est championne d'Europe en 2008. C'est pas celle qui suit derrière, c'est pas l'Espagne de 2010, c'est pas l'Espagne de 2012, c'est l'Espagne de 2008 qui jouait avec un duo Torres-Villa, c'est l'Espagne qui jouait plus direct, c'est l'Espagne qui était pas une sorte d'ersatz du FC Barcelone, hein, une sorte de mix entre le meilleur du Barça et le meilleur du Real avec la philosophie du Barça. C'est pas une équipe prévisible, stéréotypée et avec aucune folie et aucun, on va dire aucun joueur capable de sortir du moule. C'est pas une équipe attendue, c'était une équipe justement qui était capable de surprendre son adversaire et qui avait un plan A, un plan B, voire même parfois un plan C. Aujourd'hui, en équipe d'Espagne, il y a un plan A et on s'entête avec ce plan A jusqu'au bout. Ça me rappelle un certain Roger Federer qui, à une époque, voulait prendre Rafa Nadal du fond du court et qui, à chaque fois, se cassait les dents dessus. Voilà, alors ok, vous vous en doutez, Romain a regardé du tennis hein, dans la journée. Joe, alors, tu en as parlé aussi. Effectivement, on a l'impression qu'ils ont du mal à faire un changement de situation tactique. Ils ont du mal à faire un changement de génération aussi. On va rappeler quand même qu'il y avait 4 absents majeurs du côté de cette sélection espagnole, dont 2 en retraite, enfin un en pré-retraite et un en retraite internationale, hein, Xabi Alonso et Xavi Hernandez. Iniesta et David Silva n'étaient pas là. Pour toi, Joe, est-ce que tu penses que ces absences conjuguées ont amené à la défaite de l'équipe espagnole, ou tu es plutôt dans la lignée de pensée de Romain que qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, c'est le style de qui pêche et que de toute façon, maintenant, c'est terminé, il faudrait peut-être en changer. Euh, c'est une question compliquée quand même, parce que bon, on peut pas toujours dire oui, si tel avait été là, ce serait passé différemment. Maintenant, c'est vrai que Iniesta, il apporte dans cette phase de conservation que l'Espagne, on va dire, parce que j'ai l'impression des fois qu'il joue pas des matchs, il faut une conserve de balles comme on fait à l'entraînement des fois, quoi. Dans cette conservation, il y a vraiment des mecs comme Iniesta qui savent, qui, qui est impressionnante, qui peut passer entre 4 5 joueurs et qui casse plusieurs lignes. Donc ça, c'est vrai que ça a manqué parce que là, nos défenseurs auraient été mis à une rude, comment dire, une rude compétition. Oula, Rude alors À épreuve. cherche rude le mot. épreuve ou à Rude épreuve, contribution. merci. À contribution, donc c'est vrai que ils ont Au été mis travail, en tout danger bêtement. de ce fait. Oui, voilà, on a moins travaillé parce que avoir un mec comme Iniesta au milieu de terrain ou en permanence, déjà, on n'est pas pareil parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment.
C'est pas pareil. Maintenant, on va pas dire c'est parce qu'il n'était pas là qu'on a gagné. Non, on a gagné parce que je pense tout simplement que sur l'ensemble du match, on aurait été supérieur. D'ailleurs, il y a un but de Benzema qui est refusé alors qu'il était valable, je crois. Donc, je pense que sur ce match-là, non, il y a pas à se poser la question de si tel était là ou tel était pas. Enfin, je pense vraiment que ce match-là, on était meilleur qu'eux tout simplement et qu'ils ont, oui, ils ont eu le ballon. Oui, mais bon, ils nous ont mis en danger quand, je crois, que c'est la frappe de Silva à la 65e ou un truc ça. C'est la première situation dangereuse où on commence à avoir des sueurs froides, quoi. Et c'est à la 65e quand même. Sachant qu'en attaque, ils avaient des joueurs qui, normalement, devraient être plus dangereux que ça. Donc, non, moi, sur ce match-là, j'ai pas envie de retenir ou de dire que parce que ils avaient pas tel joueur. C'est vraiment, moi, je pense que c'est vraiment parce qu'on était supérieur et que même avec ces joueurs-là, même s'ils nous auraient sans doute mis plus en danger, ben voilà, le résultat aurait pas été non plus différent, n'aurait pas été si différent, je pense. Je sais pas vous, mais moi ce match-là, il m'a fait penser à deux matchs particuliers dans le scénario, dans la manière aussi d'être joué. Il m'a fait penser à Valence PSG, il y a de ça 2 saisons en Ligue des Champions, et l'an dernier la demi-finale entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Pour moi, ils ont été un petit peu identiques. Alors bien entendu, hein, la conclusion n'est pas la même. Il n'y a pas le même nombre de buts, il y a pas, etc. Mais pour moi, dans l'exemple, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on a le ballon, on a de la technique et tout, mais on s'incline parce que on n'est pas foutu de créer de véritables opportunités de but. Moi j'ai pensé à ça quand je l'ai vu vraiment, surtout Valence PSG plus que Real Bayern. Valence PSG pour moi c'était presque un copycat de ce match-là. Pour moi c'était pratiquement complètement identique. On va passer au dernier débat de notre émission, et ce débat concerne la Ligue 1. Et oui, semaine internationale, mais on va quand même parler un petit peu de Ligue 1 parce qu'il y a eu de l'actu cette semaine, de l'actu très très chaude, et ça se passe sur la Canebière, ça se passe en bas de la France, dans le sud, là où le soleil tape trop fort pour que les gens soient calmes, et forcément c'est tout du côté de l'Olympique de Marseille, hein, comme ça l'a toujours été, ça le sera toujours, ça se comprend. Et la raison pourquoi est-ce qu'on va en parler, c'est tout bêtement parce qu'il y a des fritures sur la ligne entre Bielsa, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, et Vincent Labrune, le président. Même plus des fritures. C'est plus des fritures, c'est un petit peu plus fort que ça, c'est vrai. Et le président donc de l'Olympique de Marseille. Eh bien Romain, puisque tu as pris la parole, c'est toi qui va répondre à ma question. Elle est toute bête, c'est est-ce qu'on peut avoir un départ prématuré de l'un ou de l'autre? On va rappeler les faits qui sont reprochés de la part de Bielsa à Vincent Labrune, c'est que la responsabilité des joueurs dans le loft, on va en citer quelques-uns, hein, Fanny, Cherou, Amalfitano, par exemple, n'est pas à incomber à Bielsa, selon Bielsa, et à Labrune, selon Labrune. Le recrutement, Batshuayi, Barada et Doria, entre autres, les 3 joueurs majeurs du recrutement, apparemment n'auraient jamais été décidés par Bielsa, sauf que Vincent Labrune dit mais si, c'est lui qui l'a décidé puisque c'est un peu lui qui a tous les pouvoirs, et les promesses non tenues, non faites de la part des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Alors on voit qu'il y a déjà, c'est déjà très 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 chaud dans la relation entre Bielsa et Labrune. Ton avis toi sur cette situation? Qui a tort, qui a raison? Quelqu'un a tort ou a raison? Est-ce que les deux ont des torts? Est-ce que les deux ont raison? Et est-ce qu'on peut avoir de l'une des deux personnes de ce club d'ici la fin de saison, voire même avant la trêve hivernale? Non mais c'est merveilleux ce qui se passe à l'OM aujourd'hui quand même. Déjà la Brune part en vacances lors de la trêve, en plus après Mercato, tranquille, et Bielsa en profite pour lui en mettre plein la gueule, le temps qu'il est pas là. Il paraît que c'est plus des problèmes familiaux que des vacances. C'est la thèse officielle. Ouais. C'est la version officielle, va-t-on dire. Après, si ce sont des problèmes familiaux, bon courage à la Brune. Si c'est des vacances, bon bah voilà, fallait pas partir, fallait pas quitter le navire à ce moment-là. Ce qui est le plus fort quand même, c'est que l'employé déglingue son patron dans la presse. Ça se passe comme ça dans n'importe quelle entreprise. Bielsa a déjà été licencié. C'est son patron, hein, parce qu'on va quand même rappeler que Vincent Labrune est lui aussi un employé de l'OM. Ouais, mais c'est son supérieur dans ce cas-là. C'est comme si tu avais entre guillemets un grand patron de boîte qui nommait un directeur général et son employé lui crachait à la gueule. L'employé dégage et est licencié pour faute grave. Et je pense qu'il touche rien derrière, aucune prime de licenciement, et pour aller toucher les acédiques, voilà, il faut se lever tôt. Voilà, Bielsa, comme il a été vendu comme le Messi, comme c'est le seul au sein du staff de l'OM qui a un minimum de crédibilité auprès des supporters, bah Bielsa est pieds et mains liés avec lui et Labrune est pieds et mains liés avec lui et peut absolument rien faire. Il peut même pas réagir, hormis dire
J'ai été surpris, on va regarder pourquoi il a dit ça. Franchement, je comprends pas. En plus, c'est pas le bonhomme. Je vois pas ce qui s'est passé. Donc voilà, hormis faire l'étonner, alors qu'il sait très bien en interne que Bielsa s'est plaint tout l'été et que dès la première conférence de presse de Bielsa, il y a eu des petites brides comme ça où il disait pas aussi clairement qu'on lui avait menti, que c'est pas lui qui a fait le recrutement, que tout se faisait par derrière, que le loft c'était pas lui. Mais il y avait des petites phrases comme ça qui trompaient pas. Bah là, mercato terminé, il avait ciblé 12 joueurs au total. Sur ces 12, aucun ne sont venus, zéro. Zéro. Alors, voilà, je sais pas si c'est uniquement pour des raisons financières, mais vu le recrutement qui a été fait, ça On va ressemble. rappeler qu'une de ces cibles, c'était Coquet de l'Atlético, et c'était quand même compliqué de le ramener à l'Olympique de Marseille. Non, c'était Coquet de Séville. C'était le latéral droit de Séville. C'était pas Latéral droit de le. Séville. C'était pas le milieu de. Ah ben, La donc pour moi, donc dans ce cas-là, mes sources qui sont RMC, je veux les citer, il n'y a aucun problème, RMC Secours, donc voilà. Non, parce que pour ramener Coquet international espagnol à l'OM, on n'est pas dans une partie de Football Manager là. C'est pas possible. Donc le recrutement n'y ressemble pas. Il y a donc Alessandrini, la soi-disant star du Stade Rennais, Batshuayi payé 7 millions qui était à peine titulaire en Belgique, Barada qui était dans les Émirats, voilà, qui a deux bonnes saisons à Retafe, et Doria, grand espoir du football brésilien, payé 6 millions. Il y a eu les départs de Lucas Mendes, de Mathieu Valbuena. Voilà, Mathieu Valbuena, il aurait voulu le conserver, même si je pense qu'il rentrait pas totalement dans son plan de jeu. Lucas Mendes, s'il voulait le conserver, il a été vendu. Vendre Mendes pour récupérer Barada, alors que tu as déjà beaucoup de joueurs offensifs, je cherche la logique. Alors qu'aujourd'hui, tu pourrais par exemple te retrouver, tout en conservant Mendes, hein, si t'achetais pas Barada, tu pouvais faire Doria quand même. Tu peux te retrouver avec une triplette Doria, Mendes, Nkoulou par exemple. Voilà, avoir le vrai niveau de Ce qui Doria, n'est pas non plus complètement dégueulasse, surtout quand t'es en Ligue 1. mais c'est pas bien crade et ça aurait plus correspondu aux attentes de Bielsa par exemple. Donc Bielsa se permet de charger son président. Alors voilà, son président, il n'a que le nom de président selon certains à Marseille. Son autorité, sa poigne est remise en cause par d'autres ex-présidents qui n'attendent qu'une seule chose. On sait comment ça fonctionne dans les grands clubs, c'est comme au PSG. Dès que ça va mal, on souffle sur les braises pour attiser un petit peu plus les flammes, hein. C'est comme ça dans tous les grands clubs, et encore plus à l'OM, j'ai l'impression. Certains disent ouais, mais de toute façon Marseille ça fonctionne uniquement quand c'est le bordel en interne, donc c'est bon signe. Ça prouve surtout qu'il y a un gros problème au niveau de l'exécutif, parce que dans aucun grand club, que ce soit en France où Paris a structuré tout ça, ou à l'étranger dans les vrais grands clubs, ça se passe comme ça. Il suffit de voir au Real, où on a un petit peu taillé sur Di Maria après son départ. Di Maria a parlé, voilà, mais tout le monde est solidaire au sein du club, personne ne va venir défendre Di Maria, alors que là on a l'entraîneur qui dit les lofters, ouais, c'est pas moi, hein. Moi Fanny Chirou, il y aurait que moi, il serait dans le groupe. Amel Fitano il serait jamais parti. Amel Fitano Kadir qui déglingue la Brune et l'ensemble de la direction dans les médias. C'est merveilleux ce qui se passe, personne n'est responsable du recrutement. Bielsa n'a voulu aucun des joueurs qu'il a aujourd'hui, et en plus de ça on lui avait promis un mercato où on allait aligner 15-20 millions en fraîche, plus la vente des joueurs, donc plus la vente de Valbuena, potentiellement Ayew également, donc un budget total qui aurait pu avoisiner les 35 millions, et au final on a dépensé quoi, 15-17 millions sur des joueurs qui correspondent pas au profil qu'il avait ciblé en plus. Quand on voit qu'un Ever Banega, qui était la priorité de Bielsa, qui était prêt à venir à l'OM, a signé à Valence pour 2,5 millions d'euros, ça me met quelques doutes à Séville, pardon. Ça te laisse À Séville, ça me laisse quelques doutes sur la réalité d'un capitaine à bord de ce navire marseillais. Quand tu fais venir Bielsa, même si Bielsa n'est pas réputé pour s'occuper du recrutement des joueurs, tu dis Marcelo, tu viens, on te donne les clés, quitte à ce que tu viennes avec quelqu'un au-dessus de toi pour faire le recrutement. Bielsa a une armée d'adjoints, une armée de conseillers, de superviseurs. Il y a bien parmi tous les gens dans l'entourage de Bielsa un homme compétent pour prendre en charge le recrutement si Bielsa veut pas s'en charger personnellement. Non, la Brune continue à faire sa petite tambouille dans son coin, à mettre les joueurs qu'il veut uniquement pour des raisons personnelles dans l'offre, parce qu'il veut se débarrasser du syndicaliste Benoît Chéreau, qui a été l'un des hommes qui a fait virer la saison dernière Elie Bopp. Il veut couper également le lien et le clan fort qu'il y a dans le vestiaire, qui est Chérou, Morel, Gignac, et qui a longtemps eu également la direction dans son collimateur. Donc l'objectif c'est d'en avoir aucun la saison prochaine. C'est pour ça que Gignac n'a pas été prolongé, c'est pour ça que Chérou, on fait tout pour le mettre dehors, et que Morel partira à la première offre venue, si offre il y a.
Donc voilà, c'est une sorte de monstre à deux têtes, mais une tête avec un cerveau qui a aucun pouvoir et une tête pleine d'eau qui a soi-disant tout le pouvoir. C'est le schéma de la direction sportive à l'OM aujourd'hui. Et ça fait très peur pour un soi-disant grand club. Et ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'effectivement, tu as parlé au niveau du recrutement et des recruteurs. On regarde la différence. Alors, obligé, hein, le parallèle s'est fait avec le Paris Saint-Germain. On va me dire, ouais, il y a pas de moyens. T'as vu ce qu'a dit Joseph Bielsa sur Connery. la cellule de recrutement? Bah vas-y, dis-le. Alors il a dit que les recruteurs de l'OM eux-mêmes avaient dit nous ne sommes pas en capacité, nous n'avons pas les compétences, clairement il a dit, de juger les joueurs qui jouent à l'étranger. Et ils vont mettre 6 millions sur Doria. Il a également dit que, hormis les joueurs de Ligue 1, Marseille n'avait aucun data sur des joueurs qui jouaient dans un championnat étranger. Donc que lui-même, il avait aucune information concrète de la part du club sur Doria, qui s'était opposé à sa venue, qu'il avait appris sa venue lorsqu'il était en train de passer sa visite médicale à la commanderie, au centre Robert Louis Dreyfus, qu'il a appris que Lucas Mendes quittait le club au moment où il était en train de signer son contrat au Qatar, je crois. Non, il a dit au moment où il était à voilà. l'aéroport. Pour être précis. Ça craint quoi, ça craint. C'est quoi ce manque de communication? On se rappelle que Didier Deschamps en était plein à une époque du manque de communication entre le système pyramidal, donc entre La Brune, entre à l'époque Anigo et lui, qui avait aucun lien, aucune communication entre les trois hommes et qu'en plus la communication avait été rapidement rompue avec l'homme qui devait faire le liant, qui était José Anigo. Et là aujourd'hui, il y a même pas un seul homme qui fait le liant, donc tu peux dire que la relation va être directe entre La Brune et Bielsa, et il y a même pas de relation. C'est autant de la compétence sportive que du management de base, quoi. Et pourtant, La Brune était réputé pour être un excellent manager. Bah peut-être chez McDo, mais pas dans une grande entreprise, quoi. Il est bon pour envoyer les burgers à l'avant, mais pour le reste, ça craint, quoi. Effectivement, alors avant de faire parler de Joe sur le sujet, je vais finir ma comparaison avec le Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille, à l'heure actuelle, a 8 recruteurs. 8. Et sur ces 8, il y en a 7 qui travaillent en France. Le 8e, c'est José Anigo, et il travaille au niveau du Maghreb et en Algérie. Le Paris Saint-Germain, par exemple, a 5 recruteurs en France et 16 à l'étranger. Voilà, ne serait-ce que. Et c'est pas non plus ça qui coûte le plus cher. Hein. Faut pas non plus délirer. C'est pas les frais de transport, c'est pas les frais de bouche des recruteurs, et c'est pas non plus le salaire des recruteurs. Donc quand Bon, tu t'es veux l'OM. vraiment, oui voilà, t'es l'OM, donc déjà t'as des moyens et surtout t'as quand même l'ambition d'avoir des grands joueurs et d'aller chercher des bons joueurs. Quand tu vas seulement avec 8 recruteurs, dont 7 en France, donc il y a quand même un énorme embouteillage. T'en mets 2 en France à la limite et tu mets le reste en Europe. T'en mets pas 7 sur 8 dans un seul et même pays, c'est complètement débile. Voilà, c'est mon avis. Thomas, Bah, Joe, justement, je te donne la parole. excuse-moi de te couper 30 Mais tu me secondes, coupes pas puisque je te donne la parole. Ah, pardon. Euh, Là, tu pars sur un autre débat très compliqué en France, qui est le recrutement. Parce qu'en France, je pense que c'est un des pays, peut-être le pays en Europe qui recrute le plus mal. Il y a plein, je sais pas combien de joueurs qui sont venus s'écraser ici. Et pour parler un peu de Labrune et Bielsa, même si Romain était encore une fois assez complet, euh, moi je trouve que Bielsa, ce qui fait ne pas respecter une institution comme l'OM, qui doit être un grand club, qui doit être un club où tout est très bien réglé, et arriver et dire ça à son président, pour moi, c'est terrible. Maintenant, d'un autre côté aussi, quand Labrune parle de projets comme Dortmund sur le long terme, qui fait venir un entraîneur pour ça, et qu'il lui donne pas les clés, il lui donne pas les joueurs qu'il veut, mais il faudra pas non plus qu'il vienne pleurer si son équipe, enfin, à cause des résultats de son équipe en Europe. Moi, je pense que vraiment, de ce que j'ai vu de Bielsa, que ce soit en Espagne ou même un peu avec l'Argentine, même si j'étais un peu jeune, je pense que si vraiment cet entraîneur, tu veux qu'il transforme ton équipe, tu lui dis, écoute, voilà mon budget, prends les joueurs que tu veux et on te donne on te donne toute la confiance possible, quoi. Là, il arrive, il apprend des choses alors qu'elles sont déjà faites. Enfin, aujourd'hui, je pense il est vraiment à peu près à 2 ou 3 doigts de partir. Mais bon, il a dit qu'il allait rester. Donc, c'est vraiment, il est dans une situation un peu étrange à l'OM. Hein. Je sais pas s'il a connu ça souvent, mais Mais on lui a vendu un là, grand club et l'OM n'est pas un grand club. non, je Ça fait crois un pas peu non plus. penser au projet de Monaco où on vend à Rames et à Falcao une ambiance de feu, des très très grands joueurs, etc., etc. Et puis bah, au final, Non, non, mais projet de Monaco, il y en a plus. Je crois pas qu'il y en a eu un seul. Mais Marseille, c'est dommage parce que c'était vraiment un projet qui avait l'air très intéressant parce que
Bielsa, c'est vraiment un entraîneur qui va peut-être pas Ça faisait vraiment t'apporter. table rase du passé, hein, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qu'on a fait avant et on repart sur une nouvelle idée avec Oui, Bielsa, c'était avec une nouvelle ça. organisation. Et en plus, nous qui disions, putain, en France, on va pas chercher des entraîneurs étrangers qui viennent nous apporter de nouvelles choses. Là, justement, on l'a fait avec un entraîneur qui aurait pu nous apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur les sélections de jeunes ou même au niveau du jeu ou au niveau de la tactique. Enfin, il avait plein de choses à nous apporter dans notre championnat, je pense. Et là, on le met pas dans les meilleures conditions, tout simplement. Et après, Bielsa, ce qu'il fait, c'est peut-être pas se donner, comment dire, il va peut-être essayer de crédibiliser son échec, si il y a échec, mais il est pas non plus, il est vraiment pas dans les meilleures conditions pour réussir à l'OM, alors que moi, quand j'avais entendu Bielsa, moi, j'étais déjà content pour le championnat, pour l'attractivité, pour plein de choses. Et je me disais, s'ils ont pris Bielsa, c'est qu'ils y ont réfléchi pendant un moment, c'est qu'ils savent ce qu'ils vont faire, et au final, on se rend compte tout simplement que le pauvre, il est arrivé. Il est tombé dans une situation désastreuse. Ça part dans tous les sens à l'OM. Et très sincèrement, je ne sais pas si on peut encore considérer ça comme un très grand club, une institution. Euh, je sais pas, parce que avec tout ce qui se passe là-bas, avec les anciens joueurs qui viennent dénoncer ou je sais pas, crier sur les anciens, enfin, sur les présidents, enfin, c'est n'importe quoi. Moi, ça me sidère qu'un club comme l'OM ait ce genre de problème. Moi, ça me sort des yeux. Voilà, donc Je vous trouve là, un peu sévère sur l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression que vous enlevez complètement tout le blâme possible qu'on puisse mettre sur Bielsa, parce que moi je suis désolé, mais son délire de j'ai rien décidé du recrutement, on m'a mis au courant sur rien du tout. Je trouve ça un peu abusé. Pour moi Doria, c'est une vraie recrue made in Bielsa, parce que l'OM jamais n'aurait eu l'idée d'aller chercher un joueur comme ça, qui plus est au Brésil, qui est seulement un espoir, Tu et te Doria ne trompes. serait c'est mon avis. Et pour moi, Doria Tu jamais veux ne que je te serait dise? venu à l'Olympique de Marseille sans Bielsa. Tout simplement, Doria, ce n'est pas un choix Bielsa, c'est un agent qui l'a mis en contact avec l'OM. Un agent qui n'a aucun rapport avec Marcelo Bielsa. Donc c'est pas une recrue made in Bielsa, c'est une recrue made in réseau argentin de l'OM, pour être précis. il est Voilà. trop cher pour Bielsa, hein. 6 millions pour un joueur comme ça, inconnu, désolé. C'est pas Medine Bielsa. Et Il aurait Bielsa s'est coûté aussi 1 million. opposé par principe à l'arrivée de Doria. C'est un petit peu taper du poing sur la table, il s'est pas Et uniquement pourtant, opposé au Doria lui profil. dit le contraire. Doria dit le contraire. Lui, il a dit que non, Bielsa s'était pas opposé, qu'il était d'accord pour qu'il vienne. Il s'est Oui, mais opposé qui lui en a dit mode ça? je tape du poing sur la table parce que j'en ai marre de pas être consulté, parce que j'en ai marre de pas être au courant quoi. Il est même pas en capacité de donner son aval. Oui, non, c'est tout se fait dans son dos et il ferme sa gueule. Sauf que le problème c'est que la Brune, il est pas tombé sur un Elibop là, il est pas tombé sur un tricard, un tocard d'entraîneur français. Il est sur un type qui veut avoir un minimum de poids dans les décisions sportives de son club, ce qui devrait être logique pour Putain, tout entraîneur. t'imagines Bielsa à l'OL Être au courant de avec qui vient, Olas? qui part. Bah, Olas n'aurait jamais été le chercher. Ah, Mais ça c'est clair. Hein. on a bien vu qu'Olas n'a jamais été chercher un grand entraîneur étranger après Gérard Rouillat, alors qu'il y avait la possibilité. Il a fait avec de la tambouille bien franchouillard, qui a été bien docile, qui fermait bien sa gueule et ses fesses par moment. Et puis voilà, on en arrivait à la chute progressive de l'OL en raison de mauvais choix de coach qui n'étaient tout simplement pas au niveau pour un club qui prenait une telle stature avec de tels moyens financiers. C'est aussi ça l'OL aujourd'hui, c'est pas uniquement l'OL en mode on prépare le grand stade donc on réduit les finances. Si on réduit les finances parce qu'on paye 2-3 mauvaises années de mauvaise gestion tout simplement. Et du côté de Marseille, c'est qu'on a un entraîneur, j'ai envie de dire, qui rentre pas dans le profil de l'OM, qui est disproportionné par rapport à la taille du poste, qui est trop Et qui a gros, été trop beau et présenté trop grand pour l'OM. Il a été présenté tel que disproportionné. En plus, mais pour moi, Bielsa mérite largement mieux qu'un club comme Marseille. C'est une chance pour Marseille d'avoir Bielsa. Alors même si ça doit être comme avec Deschamps, entre guillemets, tu dois le payer derrière pendant 2-3 saisons, parce que Deschamps lui a donné les clés. À un moment donné, Anigo s'est écrasé face au poids de Deschamps. La Brune a décidé d'arbitrer en faveur de Deschamps quand les deux étaient en lutte. Et ensuite, il a décidé de faire le choix à moyen terme du club, c'est-à-dire miser sur le directeur sportif. Mais je suis désolé, on a beau dire ce qu'on veut, c'est Deschamps qui a ramené les titres à l'OM. C'est Deschamps qui a fait que cette équipe était un minimum cohérente un jour. T'as été chercher le meilleur technicien français. Tu lui donnes les clés. Aujourd'hui, c'est la même chose avec Bielsa. Tu vas chercher
l'un des meilleurs techniciens au monde, j'ai pas peur de le dire, malgré tous ses défauts, malgré tous ses excès, malgré le fait que ça soit le loco, t'as la chance de l'avoir dans ton club. Tu lui donnes totalement les clés du projet sportif. Tu lui donnes pas à moitié en lui faisant des enfants dans le dos. Et derrière, ne t'étonne pas, en plus tu connais la personnalité de Bielsa, ne t'étonne pas qu'il te clash en public. T'étonne pas qu'il t'en mette plein la gueule devant la presse. Tu sais comment il est avant de le prendre. Tu t'es renseigné, t'as pris les infos. Tu sais que Bielsa, si tu lui mets un couteau dans le dos, lui il va te le mettre. C'est un recrutement sur cassette qu'ils ont fait. Lui il va te le mettre le couteau, mais en plein cœur, il va le tourner plusieurs fois et il va faire en public en plus. Exactement. Eh ben dis donc, on est assez sec sur l'Olympique de Marseille, on est assez sévère et en même temps c'est vrai T'as vu le pire que l'OM... C'est la fameuse théorie du complot, c'est-à-dire Bielsa a tapis dans la Manche et l'objectif c'est de virer la brune pour que Tapi revienne. Non mais n'importe quoi. Comme si Bielsa s'inquiète de Bernard Tapie à la tête de l'OM. Bielsa il veut juste qu'on le laisse bosser, qu'on lui donne réellement les clés du camion et basta, il en a rien à foutre du président au-dessus de lui quoi. J'ai aussi vu la théorie assez marrante de c'est un complot dans le sens où en fait c'est juste du théâtre. Les deux sont d'accord, ils s'entendent très très bien, c'est juste pour faire un petit peu de médiatisation du coup de la canne-bière. J'ai entendu ça, ça m'a fait mourir de rire parce que je vois pas l'intérêt de faire ça quand tu sais que t'es déjà le club le plus médiatisé de France avec le Paris Saint-Germain. Bon, enfin. Et le club en plus où on extrapole le plus dès qu'il y a un petit souci au sein du club. Dès qu'il y a un petit souci en interne, on en fait des tonnes et des tonnes. Ah, ça c'est Marseille, en même temps, ils sont comme ça les Marseillais. Sinon les gars, Marseille va peut-être faire une belle saison à cause de tout ça. C'est vrai qu'on est pessimiste, mais ils peuvent très bien faire une très belle saison, sachant que... Ah ben on s'est arrêté sur le sportif volontairement, parce que là c'est l'administratif qu'on vise, c'est pas le sportif. Et on l'a vu d'ailleurs par rapport au match face à Arles-Avignon, on rappelle défaite de l'OM 2-0, les joueurs ont quand même dit c'est pas notre problème, nous on est là pour jouer. Donc effectivement, on sent que niveau sportif, pour le moment, les problèmes qu'il y a entre Bielsa et la Brune n'ont pas encore de conséquences sur le jeu. Donc on peut avoir une belle saison du côté de l'OM. Ouais. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir participé. Oui, bah effectivement, on a de voir. Merci à vous d'avoir participé à ce troisième épisode de Parlons Foot. Merci à toi, Joe, de parlonsfoot.com. Merci. Merci à toi, Thomas, et merci à Romain. Non, c'était cool. Merci à vous. Et merci à toi, Romain, Feu Sport Web. Merci à toi d'être venu avec nous pour ce jeu Parlons Foot et tu me donneras ton deuxième débat du consultant que je mettrai pour le prochain Parlons Foot. Johan Cabaye est-il un élément incontournable au Paris Saint-Germain? Non, je rigole. Merci à toi Tom, merci à Joe et j'espère que les auditeurs ont pris du plaisir à écouter ce numéro et qu'ils seront présents mardi pour le numéro 4. Et effectivement, et mardi, si tout va bien, on retrouvera donc Cédric et Simon, et peut-être Robin, s'il a envie de participer à son débat, il fera ce qu'il voudra. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode du Parlons Foot. À ciao, bonsoir, on vous laisse, à la prochaine, allez, ciao à tous. Robin is there! Iron Robin! A surely wonderful Bayern Munich! C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Champion, mon frère!